Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, autour duquel on fait des choix. Aïe, compagnon grand poil et Zéphiriel. Aïe. Bienvenue dans ce 30e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue la partie 3, Vienne la moisson. On en est le chapitre 10, ce qui veut dire qu'on conclut aussi la partie 3, parce que le chapitre 10, il s'appelle « Sous la lune du démon 2 », je crois, alors que « Sous la lune du démon 1 », elle introduisait la toute première partie, c'est-à-dire le tout début du livre. Donc on est vraiment là sur une conclusion. Pour débuter, nous avons un commentaire. Je pense que tout le monde a fait le pont du côté des auditeurs et des auditrices. Personne n'a bossé au mois de mai à part nous. En fait, ça m'arrange, j'ai fait un appel à commentaires aujourd'hui en disant si vous avez des commentaires, des théories, des questions, machin. Et les retours que j'ai eus, c'est non, moi j'ai pas de théorie, juste j'aime bien ce que vous faites. Merci. Donc merci à toutes et tous. On a quand même... On prend, hein. On prend de ouf, on prend pas le temps de les lire parce que sinon la monteuse râle après, mais on prend de ouf. On a quand même Pierre Ferry qui dit « Quel plaisir de réentendre le passage final de l'épisode avec la charge des jeunes pistoleros. Rien que pour cette scène, je suis dégoûtée que la série ne soit pas faite. Flanagan, on t'attend. » J'ai 2 remarques. Dans cet épisode, Emily dit qu'elle n'aime pas le personnage de Carrie et c'est marrant car dans une interview, Stephen King a avoué que lui non plus et qu'il se serait sans doute trouvé dans le camp des harceleurs. C'est marrant. Oh. Ouais. C'est pas bien. Ouais. En même temps, on a tous été plus ou moins cons étant jeunes. Hein. Au boulot, on a fait une étude, un de nos sujets de prévention, c'est le cyberharcèlement, et on a fait une étude croisée enfants-parents, et en fait, on s'est rendu compte, sans surprise, mais il faut quand même l'étudier pour le mettre noir sur blanc, que les harceleurs sont souvent harcelés, et que les harcelés sont souvent harceleurs, et qu'on passe assez facilement de l'un à l'autre, et on est toujours le bully d'un autre, en fait. Donc oui. Oui, et ça veut pas dire que c'est bien, mais il y a une mécanique sociale derrière qui fait que je suis proche de Stephen King. Moi aussi, j'ai envie de harceler Carrie. Ça veut pas dire que je l'aurais fait, mais... Et en petit 2... Pardon. Non, vas-y. Non, je dis c'est marrant, il y a forcément un aspect où t'as besoin de te sentir... te mesurer aux autres ou te sentir supérieur, donc pour ça, t'as besoin de réduire les autres, en fait. De taper sur les autres. Un côté appartenance à un groupe, quoi. Tu montres que t'appartiens au groupe parce que tu as la même cible que les autres. Ouais. Ouais, t'as envie de t'intégrer. C'est des mécaniques qui existent et qui sont pas folles. On a un peu ce mécanisme quand on compare une série ou un film. Tu sais, quand on dit... je sais pas, l'exemple que j'ai en tête, c'est... j'en parlais avec un pote il y a très longtemps, mais je sais pas pourquoi cet exemple est toujours en tête pour moi. On parlait de Rogue One et de... Enfin, lui parlait de Star Wars 7. Et je disais, j'ai pas du tout aimé ce film pour plein de raisons. Et je dis, par contre, Rogue One, pour moi, c'est un très bon film. Et en fait, il est venu à dire, non, il est plein de défauts et tout. Et en fait, pendant qu'il parlait, je me disais, pourquoi il est en train de défoncer un film pour montrer que son film est bon, alors qu'en vrai, il n'y a pas de rapport entre les deux. Enfin, il n'y a pas de comparaison réelle entre les deux. Et en fait, je me disais, tu peux très bien trouver tes bons arguments pour dire que ton film est bien, tout en disant que Rogue One, c'est un bon film aussi, par exemple. Je sais, parce que je sais qu'il avait beaucoup aimé Rogue One. Mais du coup, mon prisme, c'est de dire, on peut toujours se sentir supérieur aux autres, on n'est pas obligé de taper sur les autres pour ça. Oui. On n'est pas obligé d'abaisser les autres, ou un film, ou une série, ou une œuvre en général, ou n'importe quoi d'autre, pour faire en sorte que quelque chose soit au-dessus de l'autre. C'est important. Dans le cadre du harcèlement, il y a aussi les mécaniques de se sentir intégré, de faire comme les autres. Il suffit d'un pour que tout le monde s'y mette parce que t'as envie de faire partie de la meute. Moi, j'ai été harcelée au collège, ça m'a pas empêché de me moquer de celui dont on se moquait plus que moi, tu vois. Donc, alors que je savais ce que c'était que d'être maltraité. Et oui, mais parce que tu dis, en fait, je me rallie un peu à eux, sinon pour moi, ça sera encore pire. Sinon, je vais et c'est complètement inconscient. Mais quand j'y pense 30 ans plus tard, bien sûr. Bref, ouais. Et il continue en point 2. Si je me rappelle bien, dans l'épisode précédent, ou dans le dernier épisode du Roi Steven sur Bazar, je crois que vous vous demandiez si Flag était toujours le même selon les romans, Le Fléau, La Tour Sombre. Et dans la trilogie Gwendy, je pense que Richard Farris est Randall Flagg, mais un RF qui a peur. Dans le 3e tome, King parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer et il a avoué qu'il en avait peur. Et je pense que Flagg le sait qui est King et sait que si King perd sa capacité d'écrire, voire même s'éteint, on va pas se mentir, malheureusement, on sait qu'il se rapproche de sa fin, Flagg sait que ce sera sa fin à lui aussi. Et pour moi, il cherche une forme de rédemption. En tout cas, merci pour votre podcast qui sont à chaque fois un vrai plaisir d'écoute. Elle est super, cette hypothèse. Incroyable. De quoi ? Ça rejoint une théorie de certaines personnes par ici.
Tu regardes une caméra, mais on sait pas qui tu regardes. Je pensais que c'était évident que je parlais de toi, Zef. Non, mais la théorie est vraiment super, pour le coup. Et je pense que c'est complètement vrai. Oui, j'adore l'idée de dire ses propres personnages se jouent un petit peu de ses peurs, quoi. Ouais, bien sûr. Et la façon dont il fait ça, c'est vraiment une personnification du personnage par l'auteur, tu vois. Oui. Il dit... Flag a peur que King s'éteigne, en fait, parce qu'il sait que lui n'existera plus si lui n'existe plus. Oui. Donc il y a un truc très... très la vie de Chuck dans tout ça. Wink, wink. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que Pierre a commenté ou pas sur les publications que j'ai faites aujourd'hui sur la vie de Chuck, mais c'est littéralement l'histoire de la vie de Chuck, ou au moins de l'acte 3, qui est le chapitre d'entrée, quoi. C'est vraiment... C'est oui. Ouais, c'est littéralement ça. Donc ça veut dire Gwendy, c'est quand même pas très loin de la vie de Chuck en termes de timing si on prend l'ordre de publication de King. Donc c'est assez logique que ça se recoupe. Et aussi, moi, j'invite les gens. Alors attendez qu'ils sortent en poche si vous voulez, mais plus noir que noir. Pour moi, c'est un de ses meilleurs recueils pour ça. C'est vraiment une étude des obsessions de King en ce moment. Et Plus noir que noir, c'est un recueil où il parle tout le temps de la mort de ouf, mais qu'est-ce qu'on laisse après sa mort, que deviennent nos proches après notre mort, d'où est venue la création, d'où vient la vie, comment on fait le deuil, comment on se prépare à sa mort. C'est ça, de A à Z. Il est obsédé par sa mort, il en parle dans les interviews. Et du coup, en effet, c'est marrant à travers même des récits comme ça qui sont plus anciens, de voir que même ces personnages se préoccupent de sa mort à lui. Je trouve ça hyper cool. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, merci Pierre pour ça. Très bien. Sur ce, est-ce que, Zef, tu as le résumé de l'épisode précédent ? Résumé de l'épisode 29, parce qu'on enregistre le 30. Incroyable. La tension est montée avant d'être relâchée avec violence et précision. Suzanne aide les pistoleros à s'échapper de la prison grâce aussi à Chimie. Elle décapite un ami d'enfance et tue le shérif pour cela. Puis le cathète se sépare à nouveau. Le trio va affronter Jonas et son groupe, déferlant avec rage et violence dans leur dos. Mais Roland ne sait pas que Suzanne s'est déjà fait capturer. Voilà. Merci. Donc, troisième partie, Vienne la moisson pour la dernière fois. Chapitre 10, Sous la lune du démon 2. Là, à ce moment-là, en fait, le mois de mai a été hyper compliqué en termes d'organisation personnelle à cause des ponts. Et on a beaucoup fait le pont au boulot, je suis beaucoup partie à gauche à droite et tout. Et donc je me suis dit, pour ce résumé, je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait, mais on a tellement vanté les livres audio et notamment la lecture qu'a fait Jack France de La Tour Sombre que je me suis dit, tiens, ce chapitre-là, je vais en faire le résumé en l'écoutant. Donc j'ai sorti mon petit Spotify, parce que maintenant, quand on a Spotify Premium, on a 12 heures d'écoute gratuite par mois de certains livres audio. Il y a pas mal de King qui arrivent sur le... Il y a de l'anglais, du français en plus, et il y a des King qui arrivent sur le catalogue. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que ce chapitre n'existe pas dans la version audio, qui est en tout cas disponible sur Spotify. Chelou. Moi, j'avance les chapitres et tout, je me dis, ok, ça c'est le 8. En plus, ils sont bien timés, chapitre 9, et boum, et là, chapitre 9, fin, Suzanne se fait embarquer, machin truc, Roland tue Jonas, et tout de suite, Kansas City, au petit matin, et tu fais, quoi? Ah merde. Et je l'ai cherché, il est même pas calé, pas au bon endroit. Donc j'ai une question pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez chez vous le livre audio, mais la version qui est vraiment dans l'application Audible ou Audiolib, je sais plus lequel des deux c'est, ou si vous avez un crédit qui vous permet d'aller l'écouter, dites-moi si c'est un chapitre qui manque. Après, je pourrais leur demander. En vrai, je pense que je leur demanderai aussi, mais dites-moi si c'est un chapitre qui manque aussi chez vous ou si c'est Spotify, il manque des chapitres. Donc du coup, warning, en fait, si vous écoutez des livres audio sur Spotify, vous n'êtes pas à l'abri qu'il manque des chapitres de l'œuvre d'origine. Ah, mais c'est horrible qu'il manque un chapitre comme ça. En plus, c'est mais pas un chapitre. Il est pas calé à côté de la lune du démon 1. Genre, il n'y a pas eu un bug de classement? Non, il est pas calé ailleurs. Il est pas dans la première partie. Je pourrais les vérifier. Est-ce que je suis remontée aussi loin? Je sais pas. C'est au début, quoi, tu vois. Donc, s'il faut, il a enchaîné les deux parce que, comme le 2 apparaît après le 1, peut-être qu'il y a, et en plus, c'est chapitre 1, non? Première partie, chapitre 1, 10, Sous la lune du démon 1. Ouais, et, là, et comme c'est chapitre 10, tu sais, il y a peut-être eu un problème de numérotation. Et en fait, des fois, ils préfèrent quand il y a un 0 devant. Ouais, tu vois. S'il n'y a pas de 0, ça fait. De toute façon, après, quand tu vois ça fait chapitre 1, chapitre 10, chapitre 2.
Ouais, moi, de toute façon, à partir du moment où il dit OT, je me dis, il peut faire n'importe quoi. OT. Vraiment. Il est où, OT? OT. Bah, OT, il est dans la boule rose, empalé sur un arbre. On a eu les prémonitions. Hein. Oui, trop bien ce passage. Putain, ok, il a tout vu déjà. J'aurais des questions pour les hypothétiseurs méta en chef sur ce passage. On en reparlera. Bref, j'irai écouter le début de l'audiobook du coup et je verrai si en effet le chapitre a vraiment été mal calé tout début. Parce que je pense que j'ai écouté quelques chapitres après, quelques chapitres avant et je me suis pas dit qu'ils étaient peut-être enchaînés sous la lune du démon. Et du coup, tu te fais bien spoiler la fin quand même si t'entends ça au début du tome. C'est terrible. Oh l'enfer. Imagine un bouquin rangé pour les gens qui découvrent. Ouais. Il y a un livre comme ça que j'ai pas lu encore où il y a deux sens de lecture. Il y a le sens de lecture de la comtesse et il y a le sens de lecture de la personne qui a relié. Enfin, en tout cas, le truc qui est vendu un peu comme ça. Et où du coup, tu peux choisir quand tu lis quel sens de lecture tu choisis. Donc toi, tu suis le livre de la page 1 à la fin, soit dès le début, on te dit, OK, si vous voulez suivre l'ordre de la comtesse, vous commencez à tel chapitre. Et ça te donne quel chapitre lire. Et je sais, Zef, que tu l'as, mais tu l'as pas lu non plus. Non, il est là. Comment c'est le troisième. Tu te souviens du nom ou pas en français? C'est le livre qui est là, troisième. Non, je sais pas, je me souviens pas. Je vais la regarder parce qu'en vrai on dit ça, ça vient de le dire. One eternity later. C'est le livre des passages. Oui, voilà. Qui vient d'être traduit en plus, c'est pour ça qu'on l'a vu passer. Tu peux dire le nom de l'auteur ou de l'autrice? Non. Attends. Il a reposé. Ah pardon, j'ai cru que tu l'avais pris. Je suis désolée, il m'entend pas. Pardon. Pardon, Alex... je suis désolée. Oui, ouais, bah, pas de souci. Alex Landragin. Oui, c'est vrai, voilà, Google va plus vite que moi en vrai. Mais oui, en fait, je l'avais pas vu. Alex Landragin, le livre des passages. Ouais, je pensais que tu l'avais pris avec toi. J'ai mal vu. Bien. Petit 1. Et donc Suzanne a bel et bien été conduite auprès de Coraline, qui la gifle lorsqu'elle la provoque sur le sort que Roland a certainement réservé à Jonas. Et là, il y a une phrase qui me saute aux yeux. Dans l'épisode précédent, on savait que Jonas a dit aux hommes qui emportaient Suzanne qu'ils pouvaient disposer d'elle un peu comme ils voulaient. Et moi, j'avais pas souvenir qu'elle ait pu être à nouveau agressée sexuellement. En même temps, je me rends compte qu'il y a quand même plein de détails que j'ai oubliés. Mais quand Coraline s'apprête à la gifler de nouveau, King nous dit « Des spécialistes l'avaient déjà et autrement malmenée ce jour-là ». J'ai pas compris qu'elle avait été violée, juste tabassée pour moi. Mais non, je pense pas, ouais. Bah, en fait, moi, c'est tu le dis, je sais c'est pas. malmenée autrement, ça veut dire que c'est une autre forme de violence pour moi, tu vois. Et pour moi, du coup, ça fait le lien avec Jonas qui dit faites ce que vous voulez d'elle tant qu'elle arrive chez Coraline vivante. Il y avait un gros sous-entendu. Oui, ça oui, il avait dit oui, viole-la si t'as envie. Mais en fait, c'est où que tu lis ça dans le point 1 des spécialistes, au moment où elle veut la gifler une seconde fois. Ah oui, parce qu'au début la fin du premier du paragraphe du point 1, elle dit ah mais c'est Reynolds dont l'inquiétude grandissante t'avait émoussé toute envie de viol en fin de parcours, étant soit demeuré à l'étage, soit sorti de la ville. Là oui, c'est que Reynolds qui l'a pas violée du coup. Et effectivement... Au lieu de gifler Suzanne, Coraline plaqua de nouveau violemment sa main sur le bras de la fille, mais avec cette fois assez de poigne pour lui faire mal. Mais Suzanne le sentit à peine. Des spécialistes l'avaient déjà et autrement malmenée ce jour-là, et elle aurait volontiers souffert davantage si cela avait pu hâter le moment où Roland et elle seraient à nouveau réunis. Non, c'est... En fait, c'est... Elle... plaque à nouveau mais avec sa voix, avec ses poignes pour lui faire mal. En fait, c'est... Elle autrement dans le sens, il avait malmené autrement que juste la saisir pour la malmener en fait. Ouais, je pense qu'elle s'est fait tabasser. Et du coup ça. En fait, il décrit l'action que Coraline fait et d'autres l'ont fait et en plus autrement lui ont fait mal. Mais pour moi, il n'y a pas viol. Oui, parce que il n'y a pas au moment. En effet, je pense qu'elle s'est fait tabasser. Ou au moins tabasser parce que au moment où il la retrouve dans la resserre, je sais plus si c'est Chimie ou Coraline qui se dit, en fait, elle est méconnaissable, elle est complètement tuméfiée. Il y a pas un truc comme ça. Oui, c'est après, ouais. C'est après là. Ouais, donc elle est, elle a vraiment été passée à tabac. C'est le début, non je crois que c'est quand Chimie la retrouve, hein. Ouais, je crois. Ouais. Mais non, pour moi, et en vrai, je pense que King se serait pas privé de nous dire qu'elle avait été violée. Si ça avait été le cas. On n'aurait pas eu de doute. Moi, j'aime bien le passage juste dans le point au tout début quand
elle a encore du répondant et elle dit vous ne reverrez jamais Sai Jonas, jamais il ne, puis elle se fait gifler. Mais du coup, je me dis, oh, c'est marrant, il y en a aucune des deux, enfin, aucun couple ne reverra son amant. Ouais. C'est marrant. Du coup, je trouve ça marrant que ce soit Jonas d'un côté et Suzanne de l'autre. Oui, j'allais dire, par contre, dans chaque couple, si on prend vraiment un truc très hétéronormé, un homme, une femme, c'est pas le même qui meurt de chaque côté. Ouais, c'est marrant, c'est bien. Bah, du coup, Roland et Cornelia, ils ont qu'à se mettre ensemble. Ils prennent ce qui reste, tu vois. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est très étrange. En tout cas, c'est la famille pas de bol, quand même. Suzanne se fait enfermer dans la réserve de la maison du maire et Coraline remonte à l'étage, ruminant son inquiétude de ne jamais revoir son aîné. Son aimé, pas son aîné. Alors, juste à la fin du point 1, j'aime beaucoup ce que dit Suzanne. C'est je vous maudirai bien en vous traitant de putain d'un assassin, Saitoren. Mais vous en avez déjà chargé toute seule, et vous le savez, on le lit sur votre figure. Aussi, je me contenterai-je de vous faire ma révérence, sans cesser de sourire, à joindre les gestes à la parole, et de vous souhaiter une très bonne journée. Un petit peu de queue de Berthe là-dedans, j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair. Cet après-midi-là, au repos des voyageurs, l'ambiance est tendue et l'humeur morose en raison de l'annulation de la fête de la moisson. Le feu de joie est maintenu, mais c'est tout. Avec un peu de chance, il y aura des coupables à balancer dans le brasier, comme au bon vieux temps d'Arthur l'aîné. Oui, forcément qu'ils l'ont fait à un moment, ça. Les bonnes traditions, oui, c'était mieux avant, quand on brûlait des hommes vivants. Ouais, quand on brûlait les prisonniers. Moi, j'ai juste les sacrifices, c'est important. Pardon ? Les sacrifices, c'est important. Ah oui, bien sûr, ça amène une bonne Surtout chez King, ouais. J'ai juste relevé il y aura toujours un feu de joie plein de contingents de pantins et chiffons à brûler, mais pas question de baiser de la moisson aujourd'hui, ni de balles ce soir. Pas de devinettes. Pas de course. Et mais pas de combat de cochons. Et pas de devinettes non plus ici. C'est marrant, c'est la fête. Ouais, oui, c'est vrai, les concours de devinettes, on sait que Roland participait à des concours de devinettes dans les fêtes qui étaient chez lui. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est dans toute cette partie, en tout cas, de l'entre-deux-mondes. Ouais. Et c'était sans compter sur l'arrivée au saloon de la sorcière, les lèvres toujours rouges de sang et de Cordelia toute pâle. Le passage Cordelia-Réa, il est incroyable. Réa, il est génial. Oui. Réa, du sang de l'autre pour prendre sa magie. Trop stylé. Sous les regards stupéfaits de toutes les personnes présentes, Réa balance. Avec elle, c'est Cordelia, la tante de la fille qui a aidé les meurtriers à s'évader. Ces étrangers qu'ils ont accueillis et nourris, mais qui ont tout gâché. Mais ils sont partis et ne reviendront pas. En revanche, il reste une personne qui peut les intéresser. Cordelia prend le relais dans le discours et ment sur Suzanne. Ou peut-être qu'elle pense dire la vérité. Il y a aussi... elle dit sa vérité à elle et peut-être qu'elle s'est convaincue que Suzanne a vraiment fait ça. En tout cas, elle déclenche la rage des personnes présentes. La seule façon d'arrêter ce fléau, ce mauvais présage qui les touche, c'est de s'emparer de la jeune fille. Je me souvenais pas que c'était elle qui déclenchait le charioterie. C'est trop bien, le passage il est incroyable. Vraiment. Ouais. Surtout le petit détail et à la fin, elle dit il faut lui peindre les mains. Ouais. Parce que tous les pantins ont les mains peintes en rouge. Ouais. Et elle le dit dès maintenant, j'avais pas relevé. Ouais. Je l'ai relevé plus tard, en effet, quand elle lui jette le seau de peinture. Mais oui. Ça, c'est trop bien. De son côté, Chimie n'a pas réussi à suivre la cadence de Suzanne et son ravisseur, qui sont de toute façon à cheval alors que lui, il est à pied. Il rejoint la mule Capriccioso, qui avait été abandonnée, on en avait parlé à l'épisode précédent. Et après s'être fait mordre les fesses, il enfourche la mule et la fait avancer aussi vite que possible, à force de « vieux fils de pute !» plus pour se soulager que pour vraiment insulter l'animal. Et j'ai pas relevé tous les vieux fils de pute, mais il y en a quand même beaucoup. Et il y en a plein qui retient aussi. Parce qu'il y en a plein, il a envie de les dire, il les dit pas. Il s'est laissé aller. D'habitude, il se retient, mais là, en plus, il en a profité. J'adore. Et j'étais regardé Capriccioso, parce que j'ai pas regardé avant, ça veut dire capricieux. Ah oui, nul, quoi. On l'avait relevé déjà. On l'avait relevé déjà ? Je me souviens plus. Ça fait un moment. Pour dire qu'on a vu. Fallait écouter. Non, c'était pour dire, je comprends que non, mais j'écoute pas, moi, c'est bon, j'ai compris, ça va. Si tu nous écoutais Grand Poil, tu saurais... C'est pas du tout ce que je disais. Vraiment, c'est vous qui transformez mes paroles. J'ai dit juste avant, on peut être bien et pas rabaisser les autres, quoi, putain. Chimie retrouve facilement la trace laissée par les 2 chevaux dans les herbes et arrive à front de mer assez rapidement au final. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, elle ne sait pas quoi faire et s'en veut d'être aussi bête et de ne pouvoir élaborer un plan. Et il se passe quand même plusieurs heures comme ça, où il est bloqué à pas savoir quoi faire, jusqu'à ce que Miguel, ivre-mort, sorte des écuries et traverse la cour. L'homme est manifestement bouleversé et noie son désespoir dans l'alcool, et il est tellement ivre qu'il s'écroule contre un mur de la cour et s'endort. Bizarrement, la scène donne assez de courage à Chimie pour le faire attacher sa mule près des chevaux et le faire traverser la cour jusqu'à la maison. Ouais.
Ici, des gens sont morts et des fantômes traînent, mais Suzanne s'y trouve et doit la retrouver. Il parcourt plusieurs salles désertes, se servant à boire et à manger au passage. Le lieu semble sans vie, malgré les chuchotements fantomatiques du personnel de maison qui se trouve dans les étages. Concentré sur sa peur, Chimie ne voit ni ne sent Olive Thorin s'approcher de lui, qui semble presque rajeuni par son chagrin. On se doute qu'elle est finalement surtout soulagée. Oui, libérée d'un poids. Et du coup, je me rends compte, quand j'ai dit tout à l'heure que Chimie, en intro, j'ai dit Chimie et Coraline retrouvent Suzanne. En fait, c'est Chimie et Olive. Ah oui. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dit Cornelia au lieu de dire Coraline ou Coraline de Cordelia. Les noms, ils se... Moi, j'ai un vrai problème avec les noms et c'est jamais le bon qui sort. Donc les gens c'est marrant parce que corriger. sur ce trio-là, j'ai le même souci. À chaque fois que je lisais un prénom, je devais prendre le temps de dire, attends, c'est laquelle, elle? Ah oui, ça, c'est la femme de Jonas. Ça, c'est la tante. Ça, c'est la femme du maire. Et je sais pas pourquoi, les trois, je les mélange, en fait. Ouais, en fait, dans le contexte, là, Olive, ça me paraît évident de savoir qui c'est. Mais si tu me cites Olive, en effet, je dois avoir cet effort de me dire, attends, je suis plus sûre de savoir. C'est bizarre. Hein. Ouais. Et donc, Olive n'est pas dupe. Elle sait que Suzanne n'a rien à voir avec la mort de Hart. Et elle est décidée à aider Chimie à la mettre en lieu sûr. Et c'est marrant parce que toute la fin du passage où ils discutent ensemble, sur comment ils vont faire, penses-tu que quand elle dit je sais qui a tué qui, enfin je suis pas dupe du tout. En fait, il y a un truc de putain, le plan se monte pour vraiment sauver Suzanne. Il y a vraiment un truc de en fait, elle peut être sauvée. Ouais. Si je connaissais pas la fin, j'en pourrais en douter en fait. Oui, on y croit. En plus, c'est sincère. On sent vraiment que Olive, elle veut pas attendre un piège. On sent que Chimie, il en est capable aussi. On voit qu'il y a pas vraiment de menaces. En fait, on est tellement habitué à ce que King nous montre toutes les menaces qui s'approchent d'eux que là, vu qu'on n'en voit pas, on se dit il y en a pas. Ouais. Perdu dans le cristal du magicien et pas uniquement dans la contemplation, il est dans le cristal littéralement. Roland entend des voix. Ses propres voix, probablement. Des voix qui le font voler un peu tel Peter Pan, mais à travers différentes réalités puisqu'il voit des éléments de son futur. Il voit notamment le fauteuil roulant, la dame d'ombre et le fermier à qui il a raconté Tulle. Tout le truc de Ejoud par Sheb, Enfin, tout, quoi. Vraiment, il y a tout ce début, là, il est incroyable. Enfin, je savais pas quoi en penser. Voilà, la dame d'ombre qui est citée, longue vie à toi et à tes Roltold avec les cheveux roux, le mec qui croise au tout début, donc de... Ouais, c'est ça, c'est le fermier, ouais. Ouais. Alors, c'est pas encore très grave dans le sens... On est déjà au chapitre 4, donc c'est un futur passé pour nous. Mais c'est trop bien. Et le fait que Roland ait le lien avec le cristal comme ça, et il y a un peu de... Bon, on l'a dit, le cristal, ça fait très... la boule de... Palantir, merci. Dans Seigneur des Anneaux. C'est très Pipin et le Palantir, justement. Ils se sont attirés par lui, quoi qu'il arrive. En fait. Et dans le Palantir, il voit quoi, Pipin? Le Palantir, c'est un téléphone entre Sauron et les personnes qui sont en face, grosso modo. C'est une vision, c'est un Google Meet. Mais je crois que ça lui montre aussi la destruction de la comté, enfin plein des trucs pas joyeux, quoi. En fait, il voit ça parce que Sauron lui montre ça. Oui. En fait, il parle avec Sauron, grosso modo. Donc Sauron lit l'âme de Pipin et il lui dit si tu m'obéis pas, voilà ce qui va se passer en fait. Je vais détruire ta ville, je vais détruire la comté, je vais réduire à cendre tout. Et du coup, Pipin prend peur et il lui révèle ce qu'il sait en fait. Pipin, il fait un call en Teams avec Sauron, c'est ça? Ouais, il fait un Teams. Pratique. Il Teams et il partage son écran. Et il dit vas-y, regarde mes fichiers. Il n'y avait pas trop de sécurité à cette époque-là. La tornade rose l'emmène là où il doit se rendre, à la tour sombre. Dans la tornade, il voit aussi Chimie sur sa mule et Réa sur un balai de sorcière. Et Roland est catapulté à tonne foudre, aux confins du monde ultime, où se trouvent, je cite, les non-respirants, les blanches figures, d'où viennent les guerriers au visage pâle, où les aiguilles des horloges tournent à l'envers, etc., etc. Alors, autant j'ai la ref de aiguilles des horloges tournent à l'envers et tout ça, je me souviens que en effet le temps est presque à rebours, ou en tout cas que c'est la montre qui fait que Roland sait qu'il s'approche de la tour parce que du coup le temps s'écoule plus pareil, machin. Je suis pas persuadé que ce soit la ref, mais ok, vas-y. Ouais, mais tu verras, tu diras si t'as une autre ref. De quoi on nous parle quand on nous parle de non-respirants, de blanches figures et de guerriers au visage pâle? Ah non, t'as peut-être raison. T'as raison. Pour moi, c'est les loups. Ouais, c'est ça. Non, en fait, les loups de la Cala. Alors les non-respirants, c'est les robots, effectivement. Ok, d'accord. Ils sont à tonne foudre. Oui, non, mais les loups viennent de tonne foudre. Ah oui, ils font l'aller-retour depuis tonne foudre, exact. Oui. Donc les non-respirants, effectivement, c'est les robots qu'on commence à voir dans le tour suivant, avec l'autre qui donne l'horoscope des gens là.
avec Andy. Andy. Effectivement, la montre, tu as raison. Ça doit être quand il se rapproche de la tour sombre et le visage pâle, c'est le vampire. Et blanche figure, c'est quoi? Le blanche figure, c'est le vampire qui aspire qui va tuer Roland à force de rire. Si Suzanne s'en occupe pas. Oui, c'est Dandolo. Susanna. Dandolo, Le Dandolo, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est bizarre qu'ils le mettent, que celui-là, ils le mettent aussi au pluriel. Parce qu'on en croise quand même qu'un seul. Ah, les blanches figures. En fait, les non-respirants, les blanches figures. Pour moi, c'est la même, c'est la même entité. C'est plutôt les loups. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Par contre, les guerriers au visage pâle, c'est une autre entité. C'est pas les chamans là Non. Bon, après, peut-être que même lui, il savait pas trop ce qu'il faisait. Peut-être que là, il commençait à imiter des indices, il disait bon, faut que je trouve un truc qui colle pour le prochain. Un truc qui claque là. Guerrier, visage pâle. Est-ce qu'on a une entrée spécifique là-dessus dans... Pas facile, hein. Ouais, surtout que c'est un peu drop comme une ref, quoi. Donc, ouais, ça, les guerriers au visage pâle, ça peut être aussi les loups, hein, si on reste sur le côté, les blanches figures, les non-respirants, les visages pâles. Bon. Oui, l'aspect guerrier, ça peut être les loups, ouais. Ouais, non, il n'y a rien. Très bien, merci. J'accepte. Et Roland voit aussi la mort d'Hot, le bafouilleux, est empalé à un arbre. Et on sait que c'est Hot. En fait, il crie Hot alors qu'il le connaît pas encore. Ouais. Et alors moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce que dans le cristal, il voit ce qui va se passer, ou est-ce que dans le cristal, il voit ce qui doit se passer? Pour moi, c'est Hot qui crie, hein, c'est pas Roland. Ah, c'est Hot qui crie, ok, c'est pas d'accord. tout à fait clair, je pense que c'est Hot qui crie. Mais nous, on nous dit Hot. Avant de disparaître à son tour et de sombrer dans l'oubli pour de nombreuses années. Ok. C'est Hot qui a poussé le cri. Ok. Alors. Du coup, ma question... Non, ok. Je sais plus quand c'est dit, donc je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est plus tard qu'il explique que c'est un peu le truc de l'Hérésidorus pour la ref de 40 000. Je t'ai pas entendu, ça a sauté. Le truc de... Comment ça a sauté? Ça fait un blanc pile sur le nom de la ref. Je l'ai pas eu. Je crois que t'as dit les Résidorus, mais j'ai entendu que la fin Horus. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu que Horus, et vu que j'ai pas la ref, encore une fois. Je crois, non, mais c'est un peu le principe de l'Hérésidorus. Horus, c'est le fils de l'empereur qui va trahir son père. Ah, mais t'en as déjà parlé, oui. Oui, parce que il parle au dieu du chaos, et les dieux du chaos disent si tu fais pas ça, le monde va être détruit. Et du coup, il fait ça en disant je dois sauver le monde, en fait. Pour ça, je dois passer du côté du chaos pour pouvoir détruire mon père, parce que c'est lui qui va apporter la destruction au monde, ainsi de suite. Et en fait, le cristal, c'est un peu le même principe avec Roland. Le cristal, il montre ce qu'il veut montrer à Roland pour lui faire prendre des décisions qui vont aller dans le sens que le cristal veut que ça prenne. C'est ça, oui. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Exactement. Ouais. Et il le dit plus tard, parce je crois qu'il dit, je sais plus quand c'est, mais je l'ai noté, où il montre des événements qui arrivent dans certains mondes. Et c'est pareil partout en fait. Et du coup, il y a un espèce de... Putain, j'ai des frissons en disant ça, c'est stylé. Non, mais il y a un truc il lui montre des réalités qui arrivent, mais c'est pas les réalités de son monde à lui en fait. Et du coup, il y a un peu cet effet de... regarde, si tu fais pas ça, machin, il va mourir. Mais en fait, dans un autre monde, il meurt. Dans une autre réalité. La réponse à ça, c'est attaquer par rapport à Hot, tu veux dire? Oui, mais c'était pas tout à fait ça ma question, mais vas-y, finis. Vas-y, non, mais continue du coup. En fait, non, ma question, c'était plutôt, est-ce que, si on met à part la volonté de Roland et ce qu'il est capable de changer ou pas, est-ce que le cycle où il arrive à la tour, c'est le cycle où tout ce qu'on voit dans la boule se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cycles ou des réalités où Hot est pas mort et où du coup ça sous-entend, il y a un peu de ce que tu disais, mais pour moi c'est une façon moins volontaire que dans les Résidorus de la part de Roland, où ça sous-entend que un cycle où Hot meurt pas, ça échoue forcément. Et donc ce côté de se dire, tout ce qu'il a vu là, c'est les étapes nécessaires qu'il les fasse volontairement ou pas pour que son cycle réussisse. Ah, je pense que oui. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, ça peut. Donc ça veut dire que Hot est pas forcément mort à chaque fois. Ça me rassure. Je pense qu'il est plus souvent mort qu'autre chose. Hein, mais je pense que tout le monde meurt quoi qu'il arrive, mais peut-être pas de cette façon-là en fait. Peut-être que Hot, il meurt écrasé par le train et voilà, tu vois, ou par la voiture. Écrasé par le train. Grain qui dit à Hot, va devant. Qu'il ouvre une trappe alors qu'il est dedans. Alors qu'il est pas encore là. Mais moi, je trouvais ça trop bien. En fait, c'est fou, hein, parce que on avait vachement discuté, mais
Moi, quand Hoth meurt plus tard, enfin quand Mordred attaque Roland alors qu'il est tout seul dans un coin du feu et qu'il se dit ok c'est là je l'attaque et je le tue et que Hoth arrive pour lui sauver la mise, t'es en mode oh, mais c'est vrai que Hoth il est encore là, j'avais complètement zappé. Oui mais en fait il n'y a plus de Jake. Et c'est la surprise de ouf et en fait tu le sais déjà. Ouais. Le grand truc de Hoth à la fin c'est quand il n'y a plus de Jake qui s'efface quoi. En fait c'est des trucs qui reviennent tout le temps. Il disparaît petit à petit. Ouais. Trop bien. La voix de la tortue lui parle et lui montre son destin. Une lueur bleue et or qui perce l'obscurité sale de Tonnefoudre. Et pareil, la lueur bleue et or, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas non plus. C'est peut-être ce qui provoque quand ils sont à Tonnefoudre qui fait... Peut-être que même King, quand il a écrit Tonnefoudre, il a oublié qu'il se passait ça. Donc du coup, il l'a pas mis. Non, mais s'il faut, on relira les loups lacalins, on se dira « Ah mais oui, c'est ça Non. Il pense voir du sang au sol, des mers de sang, mais plus tard, il saura que ce sont des roses. Il voit son ultime et terrible énigme, le plus grand mystère du monde, la tour, et il se jure d'y entrer avec son cathète. La tour propage cette anomalie qui contamine tout, amollissant ce qui sépare les mondes. Il ressent combien son potentiel est malfaisant, s'accroît, devient plus fort, même si la maladie affaiblit sa vérité et sa cohérence. Comme un corps affligé d'un cancer, cet éperon de pierre gris fer est le plus grand mystère du monde, son ultime et terrible énigme. C'est la tour sombre s'élevant jusqu'au ciel alors que Roland s'y précipite vers elle, porté par la tornade rose. Il songe, j'entrerai en toi, moi et mes amis, nous entrerons. Si le cas le veut ainsi, nous entrerons et vaincrons cette anomalie qui est en toi. Cela prendra peut-être des années encore, mais je jure par l'oiseau, l'ours, le lièvre, le poisson, par tout ce que j'aime d'amour. J'entends presque du Vangelis quand tu parles, quoi, genre les chariots de feu et tout. Vraiment, mais c'est exactement ça, quoi. Bon, il y a beaucoup de conneries là-dedans, il y rentrera jamais avec ses amis, mais... Bah, pas dans ce que nous, on sait, en tout cas. Après, vu que ça n'a pas été écrit. Oui, non, avec ses amis, tu veux dire. Oui. Tu tueras tout ce que tu aimes. Que c'est son cas à lui, mais pas celui de Suzanne et pas celui des autres, tout ça, ouais. Tout s'assombrit. Les voix de la tortue lui dit qu'il tuera tout ce qu'il aime, et pas tous ceux qu'il aime, et que la tour lui restera close. Roland rassemble ses forces et crie son désaccord, ce qui cause la colère de la tortue qui lui intime de mourir. Il crie son désaccord, et là, pour moi, une phrase très importante, et il le fait au nom de toutes les générations de son propre sang. Oui. Pour moi, c'est le cycle. Pour moi, c'est tous les Roland d'avant qui crient à ce moment-là aussi. Alors, ça peut être aussi sa famille. Propre sang. Oui, parce qu'on sait. Ça peut être sa famille de parler d'Arthur de l'aîné, mais la façon dont c'est introduit là, moi je me suis dit, c'est tous les Roland d'avant qui gueulent en même temps sur ce moment-là. Bien sûr. Oui, parce qu'on sait après que, en fait, il dit c'était le secret de nos pères, et donc ça veut dire que, en fait, je pense que la noblesse qu'ils ont montée avec, qui descend d'Arthur l'aîné et de tout leur conciliabule, tout ça, c'est parce que eux, ils savent ce qui se passe à la tour et qu'en fait, leur guerre contre Fersen, c'est aussi une guerre pour la tour. Mais en effet, il y a peut-être un truc comme ça aussi dans le... Quand je l'ai relu, j'ai noté encore une fois King enfoiré. Il nous le dit là, il nous le dit encore. Il nous le dit tout le temps. Cuthbert et Alain observent Roland dont les yeux semblent avoir disparu. L'entendant murmurer « Tonnefoudre », ils sont un peu démunis face à leur chef plongé dans sa transe. Quand il crie que la tour ne lui résistera pas, il a la voix d'un roi, se disent les garçons. Et pour le moment, il est temps de le sauver. Alors Alain frappe Roland. Ça le sonne, mais il parvient au moins à le décrocher du cristal. J'aime bien il marmonna entre ses dents plus tard quand Cuthbert et Alain eurent l'occasion de comparer leurs notes. Ouais. Ils tombèrent d'accord que Roland avait murmuré Tonnefoudre. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils rentrent à Gilead, ils font des rapports et ils vont comparer leurs notes sur ce qui s'est passé. Truc, c'est marrant. Ah, je pensais que c'était une expression pour dire au moment où ils vont débriefer, quoi, tu vois. Ils vont se rappeler les événements et tout. Ouais, non, t'as raison. En fait, ils sont emmenés en mission, donc évidemment qu'ils font un rapport. Dans la maison du maire, Olive Thorin est décidée à aider Chimie et a réussi à lui avoir une info capitale. Suzanne se trouve dans la resserre. Olive a des infos, mais elle a aussi un plan. De son côté, Roland se réveille enfin. Il a des cheveux blancs qu'il ne l'avait pas le matin même. Il ne se souvient pas de tout ce qu'il a vu, comme un rêve qui s'efface, mais il sait une chose. Leur plan a changé. Ils retourneront à Gilead, mais pour peu de temps. Ils doivent se mettre en route pour l'ouest, en quête de la tour sombre. Et avant ça, ils doivent s'emparer des citernes. On sait qu'il a des cheveux blancs parce que la boule lui a volé la vie. Hein. Oui. Ah, ok, d'accord. Et c'est stylé que sa quête de la tour sombre démarre là, en fait. Oui. Cool. En fait, là, c'est la réponse à toutes les questions qu'on se pose quand on lit la tour sombre pour la première fois. Je pense qu'il y a vraiment... Pourquoi ? Il y a quoi à la tour ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, non, c'est juste... c'est une nouvelle addiction. C'est ce truc de... il a été appelé, c'est lui l'élu, c'est
c'est parce que c'est lui qui a regardé dans la boule, et si Cuthbert avait appelé avant, mais en fait, on lirait Cuthbert qui va à la tour, quoi. C'est, Il a le syndrome du héros, hein. C'est lui l'élu. Oui, mais un truc aussi où c'est de la magie, c'est plus fort que lui. En fait, c'est presque une malédiction à ce stade-là. C'est vraiment, il a pas d'autre choix que. Après, si, il a fait le choix, on y reviendra. Mais vu tout ce qu'il a sacrifié, à un moment donné, tu te dis, bon bah, j'y vais, quoi. Et je suis pas persuadé que si Cuthbert avait regardé, il serait allé à la tour. Je pense que c'est vraiment destiné à Roland, hein, pour le coup. Oui, parce que c'est vraiment Arthur la descendance Lenné, de Eld, c'est vraiment tout ça en fait. C'est parce que c'est lui. Autre chose. Berthe, je pense qu'il aurait vu des bonnes blagues, quoi, tu vois. Il serait vu avec Suzanne en disant je l'ai eu avant. Il fait un stand-up, il réussit à séduire Suzanne et ils partent tous les deux. Et je pense que là, ils se marient, ils ont des enfants. Je pense que ça aurait été la meilleure histoire. Mais... Ouais. On va écrire la fanfiction. À la maison du maire Thorin, Olive, aidée de Maria, réussit à faire diversion grâce au pétard de chimie. Elles prétendent une attaque pour faire partir de leur poste les 2 gardes, et ça marche. Maria et Olive libèrent une Suzanne salement amochée. Olive les équipe de poncho car il va faire froid dehors. Elles vont rejoindre Chimie qui est normalement là-bas dehors avec 2 chevaux. Mettre Suzanne à l'abri est vraiment devenu l'objectif numéro 1 d'Olive, qui est l'adulte qui a le plus démontré d'intelligence émotionnelle depuis le début. Roland se souvient aussi avoir vu que Suzanne a été capturée, mais ils doivent s'en tenir au plan. Alain désormais armé de la mitraillette de Lenguil et Cuthbert des Big Bangers de Chimie. Et au passage, Roland, il dit que le cristal, je cite, voit loin et parfois il voit un futur qui est encore en train de se produire. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il voit d'autres réalités et en fait, tu l'as un peu confirmé déjà, Zef, ou est-ce que c'est juste un truc mystique un peu gratos Moi, je m'étais noté, on est dans le classique de je te montre ce que tu penses que tu dois voir. Ok. Pour arriver au truc. Et c'est juste ça. Parce qu'il dit un peu, c'est Jonas qui l'a prise, elle est blessée, mais pas gravement, elle guérira et elle vivra. Je tournerais bride si je pensais vraiment qu'elle était en danger. Et en fait, tout ça, il a raison. Tout ce qu'il voit, c'est la partie où elle s'échappe de Jonas, enfin de Coraline. Oui. Oui, elle était chez Coraline, oui. Oui, elle était chez Coraline. Olive, en fait, et du coup elle, sur cet aspect-là, elle va vivre. De cette épreuve-là, elle vivra. Ouais. Et en fait, c'est ça que le montre le cristal. Et du coup, il lui montre un futur. Mais ça, c'est un peu comme Yoda, en fait. Le futur toujours est en mouvement, donc c'est... Et c'est marrant parce que du coup, le cristal, Aria, il lui a montré un tout petit peu plus loin. Parce qu'il lui a bien montré qu'elle s'échappait, mais il lui a montré où elle se faisait prendre, par contre. Oui, parce qu'elle a besoin de le voir pour que le reste... Ouais, c'est marrant. Ah là là. Juste, en fait, t'as des parties de réalité, t'as des parties de vérité, donc du coup, t'as pas tout. Genre, Roland, il a pas tout, Réal a pas tout non plus. On a vu que Jonas, il avait pas tout, sinon il aurait vu aussi que Roland préparait son attaque, machin, tu vois. C'est des petits bouts et t'en fais des déductions qui sont forcément erronées parce que t'as pas tout le contexte. Bah en fait, la boule, c'est un pervers narcissique. Oui, tout. Et il y a aussi un aspect de... je crois que c'est Réa qui le dit, en fait, la boule te montre beaucoup de choses. Elle te montre énormément d'infos, en fait, mais tu peux pas tout retenir. Et du coup, tu retiens ce que tu penses être important pour toi, en fait. Et je pense que Roland, il retient que, ok, elle vit. Elle va s'en sortir, elle va vivre. Alors qu'en vrai, peut-être que la boule lui a montré que, elle va se faire reprendre, elle va cramer derrière. Mais il a peut-être pas, je pense que s'il avait vu, il aurait eu souvenir de ça, mais ce que je veux dire, c'est, il y a un aspect il y a beaucoup d'infos, il peut pas, et tout s'efface, en fait, naturellement derrière. Oui, comme après un rêve, ouais. Ouais, exactement. Et il dit aussi que, il le dit aussi que la boule montre un futur qui est déjà en train de se produire, que c'est lié pas à la boule par contre, mais au monde qui commence à se déliter, à avoir des références temporelles qui sont plus cohérentes entre elles. Aussi, c'est marrant ça. Merci parce que sur cette phrase, je me suis arrêtée, je me suis dit un futur qui est déjà en train de se produire. Et je me suis revue avec, je crois, le premier live qu'on avait fait sur quand Zef nous a fait un dessin sur les lignes temporelles et j'étais en mode attends. Pas exactement la même chose, hein. Mais non, mais moi j'étais dans la même position de j'essaye de me représenter ce que c'est pour essayer que ce soit un peu plus concret dans ma tête, quoi. Un futur qui est en train de se produire, c'est impossible. C'est la page d'après qu'on n'a pas lue. Oui, mais c'est la seconde qui arrive en fait. Oui, le futur qui se produit déjà, c'est la seconde que tu es en train de vivre. Oui. Elle est à la fois dans le futur et dans le présent. Ok. Tu sais, c'est comme le principe de dire le passé n'existe pas, parce que techniquement, c'est le souvenir juste que tu en as. Ah oui, non, mais techniquement, on ne vit que le présent en fait. Le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, on ne vit que l'instant présent à chaque seconde. Oui, mais le présent, au moment où on y pense, il est déjà parti.
Mais Oui, ce c'est truc aussi, déjà en le plus, souvenir que tu en extrêmement- as, donc Ouais. le passé. Ouais. Hmm. Donc, Cuthbert et Alain, eux aussi, ils sont perturbés, mais pas pour les mêmes raisons. Et parce que Roland a changé. Il n'est plus le jeune homme amoureux transi et agaçant de ces dernières semaines. Roland explique davantage. La tour est leur cas. Le sien, mais peut-être pas celui des autres, et certainement pas celui de Suzanne. Et si aujourd'hui ils combattent les hommes de Farson, c'est uniquement parce qu'ils sont en travers du cas de leur chemin vers la tour. Les deux garçons sont d'autant plus perplexes que pour eux, la tour n'existe pas. C'est une fable, alors que pour Roland, c'est le secret de leur père, qui l'ont maintenu fonctionnel en cachette face au déclin du monde. Ouais. Dans le cristal, Roland a tout vu, mais pas Suzanne. Il a fait un choix. Une vie avec elle, mariée, père de l'enfant qu'elle porte. Mais oui il le savait. Il le savait, le bâtard. Ou une vie à être en quête de la tour. Il a choisi cette dernière. Sauver la tour, c'est sauver le monde. On n'avait pas déjà dit qu'il le savait à l'épisode précédent. Non, on se posait la On se question. demandait s'il le savait déjà. On se demandait. Ouais. Ouais, t'es pas sûr. Mais c'est la réponse est là. Pendant que nous, on se rappelait pour la 20e fois qu'elle était enceinte et que King nous le dit 3 fois dans l'épisode précédent. Grave. Putain, alors qu'on s'en souvenait pas du tout, quoi. Et lui, il le sait. Et en effet, on s'était dit, franchement, c'est étonnant qu'il le sache pas depuis le temps. Il devrait, toi. Et puis, pareil, il sait comment on fait les enfants ou au moins comment les mammifères procréent. Donc, à un moment donné, tu te poses la question et en fait, il le savait. Ouais. J'adore tout ce passage, le côté la tour n'existe pas, c'est un symbole comme le Graal, la croix de l'homme Jésus, tout ça. Il y a un côté très c'est qu'une secte, c'est une croyance, on s'en fout, ça existe Une pas. fable, un conte pour si, enfants. ça existe. Ouais. Ouais, c'est marrant. Mais comme si moi demain on me disait on a trouvé le tombeau de Jésus, on a trouvé le Graal, regarde ça marche, tu vois. Pour moi c'est une fable. Enfin beaucoup de religions sont des fables pour moi. Et si demain on me donne la preuve que ça existe, je serai un peu comme eux, tu vois. Mais sinon. Ouais, c'est marrant. Et il y a un aspect, je pense qu'il y a pas beaucoup de choses qui changeraient. Il y a un livre d'Ayn Rice comme ça, c'est Melmoth, le démon, le cinquième, je crois. Melmoth, le démon. Ouais. Où Lestat, donc le vampire, voyage dans le temps et rencontre Jésus. Ouais. Et elle est partie en couille sur ce livre-là. Vraiment, il y a un truc de wow, meuf, qu'est-ce que t'as fait? S'il y avait que celui-là. Oh, doucement, mon gars, on se calme. T'as pas les nouvelles chroniques des vampires, les lis pas, celui-là. Ah oui, non, pardon. Ah ouais, non, parce que là, ça part en sucette. Mais à la fois, il est assez intéressant. Et en fait, Lestat revient avec le suaire de Jésus, en fait, par le Saint-Suaire comment s'appelle c'est Véronique, non? Qui lui essuie le visage avec. Je sais plus. Je ne saurais pas te dire. Et je crois que c'est Véronique, parce que je crois que c'est la sainte patronne des photographes pour ça, parce qu'elle a inscrit le visage de Jésus. Sur le. Me semble-t-il. Ouais. Marrant. Dominique ou Véronique a vérifié le prénom. Et du coup, il le dépose dans une église et il a cette capacité de guérir les gens. Et en fait, dans la façon dont on présente ça, c'est un symbole important, mais ça prend pas tant d'importance que ça pour les gens. Il y a un côté très, on s'en fout en fait. Ça devient juste un symbole. C'est bien Véronique. C'est Véronique. Bravo. Putain, c'est vraiment un nom de coiffeuse. Véronique, patronne des saintes coiffeuses de Jésus. Ouais, ou des, je sais pas, des secrétaires ou des comptables, quoi. Moi, les Véroniques à mon taf, c'est les secrétaires et les comptables. Ok. C'est pas une critique, je t'ai rien dit de méchant. Non, je trouve ça. Je sais pas, comme quand tu me dis Barbara, pour moi, c'est plutôt. Ah, ce serait quoi une Barbara? Je suis une femme Barbara Gould. Ouais, un petit peu, ouais. Non, c'est un très. Vous n'accrochez pas des métiers à des. C'est pas un jugement, hein. Il n'y a pas de sujet à ma sœur est secrétaire. Je suis pas en train de juger les secrétaires, mais vous raccrochez pas spontanément des métiers à des. C'est un petit préjugé sur le prénom, quoi. C'est pas un préjugé, c'est une association d'idées parce que j'ai dû connaître une Véronique qui était coiffeuse et et que la seule Véronique que je connais actuellement, elle est à la direction stade de ma boîte, tu vois. Donc elle est assistante à la direction stade. Mais tu lis les choses, tu vois. Oui. Je fais des associations d'idées. Moi, j'ai un ingénieur qui s'appelle Fabien. Je me dis pas, tous les Fabiens, c'est un bon prénom ingénieur, ça. Tu vois, non, mais tu vois, vu qu'on a pris le temps de se questionner sur le prénom, est-ce que c'est Véronique ou pas, je me suis dit, est-ce que Véronique, c'est un nom de sainte patronne des photographes? Je me dis, tiens, dites-nous en commentaire si Véronique, pour vous, est un prénom de coiffeuse ou de secrétaire ou de comptable. Et je disais quoi sur le reste je me souviens pas du tout du passage de la fin, en fait, où il explique que à l'intérieur du cristal, on m'a donné le choix de passer ma vie avec Suzanne, donc Marie et père de l'enfant qu'elle porte, ou bien la tour. Et je me disais que c'était... Je pense que, pour moi, la quête de la tour était tellement ancrée qu'il n'y avait pas de question à se poser sur le choix qu'il prendrait.
je me souvenais pas qu'en fait, il avait déjà fait le deuil de Suzanne. Ouais, si, toute la fin du point. C'est incroyable, en fait. 10, et ça, et franchement, moi, c'est... Pardon, vas-y. Ah, c'est ce que je voulais relever, hein, c'est cette transformation qui s'est vraiment opérée pendant son voyage dans le cristal, hein, avec la description qu'ils nous font à la fin. Hein. Au-dessus de ses joues fraîches et lisses, au-dessous de son front frais et lisse, brillaient les yeux de tueur au regard vieux comme le monde qu'Edidine apercevrait pour la première fois dans le miroir des toilettes d'un avion de ligne. Ouais. Mais pour l'heure, ils étaient baignés de larmes d'enfants. Franchement, tu vois, il a complètement changé. Enfin, il a vraiment, même si on peut dire que le cristal lui a volé de l'énergie de la vie, il a vieilli aussi dans ce voyage. Ouais, il a changé. En fait, il a déjà fait une première fois, il a quasi fait un cycle en quelques secondes, en fait. Ce qu'il a vu jusqu'à la mort de Hoth, c'est la tour elle-même. Donc, en fait, il a quasi vécu un cycle, il a vu la Dame d'Ombre, il a tout passé, en fait. Tonne Foudre, tout. Et du coup, il y a un fait il a déjà vécu une vie, en fait. Et il revient à son enfance pour commencer vraiment à la vivre. Sa vie. D'ailleurs, ça pourrait expliquer certaines des prémonitions qu'il aura plus tard, plutôt que le fait qu'il répète les cycles, ce serait ce voyage dans le cristal qui lui a tout montré. Ouais. Ah oui, il a genre des flashbacks plutôt du cristal. Ouais. Parce que vu que le cristal, il est en dehors du cycle, en fait, on sait que le cristal, il a forcément des réminiscences dans tous les cycles, parce que son cycle, il le reboot après, et ce présent-là que nous, on est en train de lire, il est constant, en fait. Après, peut-être que... En fait, après, est-ce que... On s'était dit quoi? Qui raconte? Parce que peut-être qu'il change à chaque fois qu'il le raconte. Je veux dire, si on lit un autre cycle, est-ce qu'il raconte exactement la même histoire? Parce que du coup, est-ce qu'il en a le même souvenir? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, si on est sûr qu'il nous dit les choses exactement telles qu'elles se sont passées, et Dieu sait, on l'a dit beaucoup de fois ici, que la mémoire, elle a ses failles et elle a ses petites plaisanteries, donc c'est certainement pas le cas, que a priori, c'est en dehors du cycle et que ça s'est vraiment passé comme ça, donc peut-être qu'il a des réminiscences en effet à un moment donné. Je crois que c'est au début du prochain chapitre qui dira que globalement le cristal lui a tout montré. Il y a quelques parties qu'il a extrapolées, devinées lui-même. Ouais. Mais effectivement, il y a ce côté. Je pense que ce qu'il raconte là, c'est vrai parce que ça s'est vraiment passé. Mais comment il peut effectivement le changer par lui-même, c'est un peu délicat, quoi. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas. En fait, est-ce qu'on lit. C'est pas juste ce qu'il voit à travers le cristal et finalement il fait pas son cycle, tu vois, il y a un truc de méta dans le méta, en fait il fait que vivre ce moment-là. Ouais, si on reprend un peu la métaphore de tout à l'heure, ce qu'il lit là, c'est le futur qui est en train de se produire, c'est les livres d'après, donc il peut pas changer. Les livres, ils sont écrits. Il peut pas changer la suite de l'histoire. Ouais. Il peut pas changer sa mémoire non plus, parce que c'est écrit en fait, elle est même écrite. Ouais. Son enfance, tout. Fait du bien, hein. Le piège. Mais j'adore son deuil. J'adore son... En fait, il a vraiment fait le choix de la tour parce qu'il sait que ne pas faire ce choix-là, c'est condamner le monde entier. Enfin, l'univers, le multivers. Parce que la tour s'effondrait à cause des briseurs. Mais putain, il y a un truc de... Du coup, en fait, il y a un truc qui change en lisant ça pour moi. De la fin, quand il est dans la tour et qu'il voit Suzanne et qu'il revit tout ça, en fait, il y a un truc de... La tour le fait souffrir... juste presque que pour le remercier, quoi, tu vois. En fait, il fait ce que Joel n'a pas fait dans Last of Us. Clash en cours, attention. Je dis pas que l'un ou l'autre a eu raison, mais en fait, c'est ce truc, mais on en a déjà parlé en plus de ce choix de Joel dans Last of Us, mais il y a vraiment ce truc de quel est ton monde et est-ce que tu renonce à ton univers à toi pour un univers qui est celui des autres ou pas, tu vois. Et Roland, là, il renonce à Suzanne, mais je suis pas sûre que ça aurait pesé dans la balance, ou en tout cas, je suis pas sûre que ça aurait changé sa décision, mais à ce moment-là, il sait pas qu'elle va mourir, parce qu'il dit, je préfère la laisser vivre, elle sera heureuse, elle fera des enfants, elle aura un mari, machin, et tout. Et c'est quand même beaucoup plus facile pour lui de renoncer en se disant... Elle refera sa vie, c'est ok, elle va être heureuse, elle a pas besoin de moi, plutôt que, elle peut brûler, moi je vais à la tour, quoi. C'est pas... Non, bien sûr, parce qu'il le dit au début du chapitre, si je savais qu'elle était en danger, je tournerais bride tout de suite et j'irais la sauver, il y a aucun doute là-dessus, quoi. Oui, et un peu après, au moment où il commence à reconnecter les points, à se rendre compte que le cristal lui a pas tout montré, ou en tout cas lui a montré, je crois, Réa qui dit charioterie et tout, au moment où ils sont sur la falaise, où il presse tout le monde pour vite remonter pour qu'il regarde dans le cristal, c'est le moment où il commence à paniquer, à se dire, j'ai loupé un truc, en fait il y a un truc qui se passe et je l'ai pas vu. Et on sent que là, ça aurait forcément changé quelque chose. Oui, c'est à ce moment-là où je reprends le truc en fait, le cristal lui a menti volontairement. Ouais. Il lui a montré ce qu'il fallait lui montrer pour arriver à ça. En fait. Mais incroyable, et Joël a pris la bonne décision.
Je vous attends en commentaire. Hein. Ouais, je sais qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas fini de la même façon Life is Strange. T'as fait la pire décision possible. Je suis désolé. La fin de Life is Strange, c'est exactement la même décision. C'est exactement la même décision et je suis très content Moi, d'avoir je vais à la fait tour. Moi, pardon, mais je vais à la tour. Voilà. Eh ben, Il n'est pas question de tour. 33 et dites-moi quelle fin vous choisissez. Attends. Wow. Attends. Il n'y a pas question de tour dans Life is Strange. On sacrifie des pecnos pour l'amour de sa vie. C'est tout, en fait. Si tu m'avais dit la Terre entière est détruite, j'aurais réfléchi différemment. Et encore, pas longtemps, je pense. Mais on parle pas du multivers, d'accord? Genre là, on a 10 pecnos dans un village de merde où ils sont tous des connards, quoi. Mais elle était morte dès le départ, de toute façon. Donc, pas le problème. Tu te rends compte de la responsabilité sur elle, après? Le destin ne choisit pas l'amour que je dois vivre dans la vie. Toute une ville est morte pour qu'elle puisse vivre. En plus, on en a déjà parlé parfois. Bref, dites-nous en commentaire. On va en parler longtemps. Non, on va juste s'embrouiller pendant des heures, ça sert à rien. Dites-nous en commentaire si vous choisissez Suzanne ou la tour. Ça m'intéresse. Ah, la tour, tous les jours. Mais voilà, tu vois. Je le savais. Donc, Suzanne, Chimie et Olive réussissent à s'enfuir sur des chevaux, direction les grottes pour se cacher jusqu'au lendemain. Olive envoie Chimie à front de mer pour faire diversion au cas où il soit suivi. Si tout se passe bien, il pourra les rejoindre au petit matin. Chimie s'exécute et alors qu'il dit à tout à l'heure à Suzanne, King nous fait une double King parce qu'il dit il n'y aura pas de tout à l'heure et il dit ce fut la dernière fois que Chimie la vit et à de nombreux égards ce fut une bénédiction. Et j'aime bien parce que à chaque fois qu'on dit King il aime bien dire ce fut la dernière fois qu'il la vit vivante et tout, j'ai toujours l'impression qu'on caricature et là il y a vraiment écrit ce fut la dernière fois que Chimie la vit. Ouais, bien sûr. Et vraiment le passage de Olive, du coup, elle est horrible quand elle dit vous êtes trop bonne, dit Suzanne, vous devriez nous laisser continuer toute seule, Chimie et moi. Et elle dit et je retournerai vers quoi? Je peux même pas obtenir que deux vieux pistards qui gardent la cuisine m'obéissent. Fran Lenguil est à présent le patron de tout le Bataclan et je suis point pressé de voir comment il va se débrouiller ni de savoir s'il décidera qu'il vaut mieux me déclarer folle et m'enfermer dans une hacienda avec des barreaux aux fenêtres. À moins que je ne veuille assister au début de Ash Renfrew comme mère et devoir poser les bottes sur la lame de métal. Ouais. En fait, la meuf, elle a vraiment eu une vie de merde. Tout le temps, quoi. Son mari l'a traitée comme de la merde. Elle n'existait même plus pour lui. Il voulait la tromper avec une jeune de 20 ans. Il meurt, elle est encore moins que rien. Plus personne ne l'obéit. Vraiment, la pauvre, quoi. J'ai mal au cœur. Et elle risque de perdre le peu qui lui reste parce que elle va devenir gênante. Après, sachant que là, il y a vraiment ce truc de... Elle a la chance d'avoir une nouvelle vie parce qu'il y a un détail que King il nous donne quand même qui est genre le chagrin la rend plus jolie. Sous-entendu, en fait, elle est plutôt soulagée qu'il soit mort. Elle a l'air plus reposée, moins stressée, machin. C'est-à-dire, c'est, pour elle, la mort de Thorin, c'est vraiment la fin de son calvaire. Ouais. Et juste, en fait, elle part, elle met tout ça derrière elle, elle refait sa vie, elle essaie de prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, on saura jamais ce qui s'est passé pour Olive. J'y pense. Elle a peut-être fini dans l'hacienda qu'on croise avec les petites sœurs d'Elurel. Parce que là, ils emmènent Suzanne, mais on n'a pas de détails sur ce qu'ils font d'Olive, en fait. Juste, ils emmènent Suzanne. Peut-être que soit Olive, ils la laissent partir, soit peut-être qu'elle meurt. Je pense qu'elle meurt, ils peuvent pas la laisser s'enfuir. Je serais pas étonné. Soit elle meurt, soit elle tombe sous le joug de rien, en fait. La sentinelle jeune et incompétente postée en avant des citernes ne reconnaît pas Roland et ses compagnons, qui passent sans forcer pour s'approcher des cavaliers qui surveillent les citernes, leur permettant de s'abattre sur la roche suspendue comme des furies. Oh l'enfer. Tiens, moi j'ai noté une expression que je connaissais pas et je sais pas si elle est employée, c'est pour les allumettes Lucifer. Je comprends la métaphore, mais j'avais jamais lu ça nulle part. C'est une expression ou c'est un type d'allumette? Genre parce qu'ils disent pas qu'il y a des allumettes extrêmement longues? C'était pas ça l'idée? Viens voir si on tape allumette Lucifer. Où déjà? C'est l'avant-dernière phrase du point 12. Les allumettes étaient autrefois appelées Lucifer en anglais et le sont toujours en néerlandais. Okay. Marrant. Et du coup, peut-être, je sais pas si en VO, c'est pas juste des Lucifer, juste pour avoir un peu d'anciens textes. Ouais, c'est possible. De leur côté, Suzanne et Olive, sur le chemin, tombent sur 3 cavaliers, dont l'un d'entre eux n'est autre que Reynolds. On comprend qu'ils sont ici parce que Rhea les a convaincus de venir ici. Pendant qu'il parle et qu'Olive tente de déstabiliser Reynolds, elle essaye de sortir une arme de son poncho qui est trop grand. Elle s'empêtre, mais réussit à tirer sur Reynolds avant que lui ne tire. Sauf que son arme ne tire pas.
laissant finalement le temps à Reynolds de la battre. Donc en fait, elle meurt. Oui, en fait, oui. Putain, genre... voilà. Elle est tellement insignifiante que... Voilà. Voilà. On l'avait oublié. C'est le point littéralement d'après, on l'avait oublié. En plus, elle fait ce que l'autre a fait avec... ce que Lengyel a fait avec sa mitraillette. Elle se perd, son poncho est trop grand, il n'y arrive pas, machin. Elle essaye de tirer le truc sans règle, on ne sait pas, et elle meurt, quoi. Tout le monde n'est pas un pistolero. Bah non. Mais c'est marrant parce que... Oui, en fait, avant ça, elle le confronte quand même, quoi. En disant, je sais que c'est vous qui l'avez tué, quoi, tu vois. Mon mari, je sais que... Elle essaye de le déstabiliser, ça marche un peu, mais pas complètement. Mais ça, en vrai, ça marche bien, et je trouve que c'est fort de sa part, quand même. Ouais. De provoquer, ouais. Avant de mourir, quoi. Bah, Olive, on l'aime bien, quand même. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors que Suzanne hurle, la sorcière et sa carriole arrivent derrière les hommes. Elle, la mauvaise, parce que ses petits copains lui ont pris son cristal. Le cristal dans lequel elle a vu beaucoup de choses, et dans lequel elle se souvient avoir vu que Suzanne se ferait prendre ici. C'est pour ça qu'elle est venue. Ta phrase, c'est « Mon prix, mon joli glam ». Mon joli glam. Une fois de plus, Roland et son cathète foncent à cheval et ont de leur côté l'effet de surprise, attaquant le peu d'hommes à cheval et ceux à pied, mais surtout tirant sur les tankers, Alain avec sa mitraillette et Cuthbert en lançant des Big Bangers dans les flaques de pétrole qu'il crée puisqu'il a fait des trous dans les citernes avec sa fronde. Tout commence à exploser et à s'embraser, faisant s'élever une fumée noire et grasse. Est-ce qu'on refait un point température de combustion on en a déjà parlé. J'ai pas regardé. Je me suis dit, bon, allez, ça marche. Est-ce que pétard et pétrole, ça prend feu ou pas? En vrai, le pétard, la taille du pétard... Hein? Juste, il y a des fumées. C'est les fumées qui s'enflamment plutôt que le pétrole lui-même au départ. Bah là, il n'y a pas de fumée parce que c'est que le pétrole qui coule et c'est le pétard qui met feu au pétrole. Alors, les vapeurs, ouais. Je pense que c'est les vapeurs et effectivement, il y avait quand même une explosion. Donc, comme il y a une grosse étincelle qui monte très haut en température, je sais pas les chiffres, mais les Big Bangers, je pense que c'est vraiment des maxi pétards. Moi, je vois ça comme un mammouth. Oui. Ça s'appelait des mammouths. C'est presque des petites bombes artisanales pour moi, tu vois. C'est vraiment des trucs qui explosent. On est sur la limite de la dynamite, en fait. Oui, ou les mortiers que j'entends péter à 2 km de chez moi tous les soirs. Ou en cas de victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, on les entend aussi beaucoup. Mais j'aime bien la phrase de quand il parle de la mitraillette en disant elle lui brûle les doigts, mais il la lâche pas à la détente pour autant. En ce bas monde, il fallait utiliser tout ce qui vous tombait sous la main, tant que ça fonctionnait encore. Pour moi, un monde de survivaliste, quoi. Dans la formation de pistolero, on apprend aux apprentis à quoi ressemblent les 6 lieutenants de Farson. C'est comme ça qu'il reconnaît Latigo, courant entre les citernes, Roland ne le tuant pas car ça fait partie de son plan. Latigo a commis plusieurs erreurs et parmi elles, ranger les citernes serrées qui se mettent à exploser en cascade leur facilitant la tâche. Je veux même pas imaginer le boucan que ça fait. On nous parle beaucoup du bruit, le bruit, l'odeur, ça doit être un bordel. Ça va l'enfer. Oh là là, déjà une arme à feu qui tire, littéralement, avec les chaleurs qu'il fait en plus, l'enfer. Ouais. J'aime bien ce passage de ils font tout détruire, ils détruisent tout, ils sont tous contents. En fait, il y a un côté, ils passent pour des héros à tout détruire pour empêcher Farson de l'avoir pour la Grande Guerre. Mais en fait, je me dis, on oublie quand même que si Roland avait envoyé ce message à Gilead en disant « il y a des gens qui préparent des trucs pour Farson ici, ce serait bien que vous veniez régler le souci avec nous. » En fait, Gilead aurait eu tous ces chevaux et ils auraient eu tous ces trucs de pétrole pour aider à la guerre contre Farson et peut-être qu'ils auraient pu la gagner grâce à ça. Voilà, au lieu de tout détruire. Roland et son cathète repartent sans perdre de temps vers l'ouest, direction Verrou Canyon. Et à ce moment, en fait, Roland, il sent une balle le frôler, la seule balle tirée contre eux pendant toute l'attaque. Ça dit de leur rapidité, et ça dit des hommes pas préparés qui ont été embauchés. De son côté, Latigo est au bord du craquage nerveux et n'a qu'une obsession, capturer les garçons qui ont réussi à lui tendre une embuscade en plein désert. Il rassemble les hommes qui sont restés à l'abri près d'Hendrix, à qui il dit d'emmener le plus de monde possible au canyon. Et là, en fait, c'est marrant parce que pour nous, tout se met en place, c'est vraiment depuis quelque temps, parce qu'on comprend quel piège les attend à Verrou Canyon, et du coup, pourquoi il a pas tué Latigo, parce qu'il faut que Latigo les voit partir, et que du coup, il emmène tous ses hommes à Verrou Canyon, et que c'est pour ça qu'ils partent à Verrou Canyon. Enfin, et là, on comprend vraiment ce qui a été mis en place il y a assez longtemps, cette histoire de tramé et de broussailles et tout ça, et d'en mettre de la poudre. En fait, j'aime bien là, sur l'échange, tu sais, avec Latigo qui dit à l'homme de tuer l'autre pour récupérer son arme et ainsi de suite, là. Ouais. En fait, ils s'entretuent entre eux comme des gros cons. Ouais. Et t'as un peu un effet de... En fait, on a eu que des personnages importants depuis le début. Il y a eu Jonas, il y a eu Rimmer, il y a eu plein de... C'est des personnages qui pesaient un peu dans le game et qui étaient un peu dangereux. Et en fait, là, on se rend compte que sans eux, en fait, il y a vraiment beaucoup de losers, en fait.
Et de mecs qui comprennent pas trop ce qu'ils font, qui sont pas des pistoleros, qui tirent pas très vite, qui partent bien, et ainsi de suite. Et du coup, il y a un vrai déséquilibre. Ouais. Et du coup, je trouve ça assez intéressant du coup, il y a plus, les gars, c'était comme dans du beurre, quoi. Il y a plus de problème, en fait, pour quoi que ce soit derrière. Ils savent qu'ils vont rouler sur les gens, en fait. Ouais. 2 groupes de cavaliers sont après Roland et son cathette, alors que le sol tremble à chaque nouvelle explosion de citerne. Roland ralentit son cathette pour raccourcir la distance qui les sépare de ses poursuivants et conduit Flash jusque dans les broussailles de Verrou Canyon. Latigo et Hendrix ont en effet 20 hommes avec eux et 3 fois plus qui vont les rejoindre. Ils ne voient pas venir le piège, pensant que les garçons se piègent eux-mêmes en pénétrant dans le Box Canyon. Les mecs, ils savent qu'ils ont tué Jonas, ou ils en doutent du moins, parce qu'ils sont encore vivants. Et du coup, ils se disent « Ah, ils sont vraiment très cons !» J'aime bien la petite référence à Cuthbert qui se rappelle que quand il avait 7 ans dans une fête foraine, il avait chevauché dans une fête foraine et tué plein de pantins avec je sais plus quoi. Un bâton à la main, ils les avaient déquillés les uns après les autres comme ça, bang, 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 bang. Je dis 7 ans, tout va bien. Une fois dans les broussailles, les garçons libèrent leurs chevaux pour les épargner au cas où et constatent ainsi que la traînée de poudre est toujours bien là. Il n'a pas plu une goutte depuis la dernière fois. C'est le point 19 hein, que tu démarres là. Ouais. Deuxième phrase du point 19. Il s'en dégage une odeur à la fois sèche et huileuse, comme d'un bûcher qui n'attend qu'à d'être allumé. Ouais. Quel enfoiré. C'est Moi, j'aime bien le passage après où ils descendent et ils sont... Il y a Cuthbert qui arrive avec Roland. Ce dernier lui tendit une poignée, il souriait si fort que c'est miraculeux qu'il ne les ait pas semés en route, en parlant des allumettes. Il dit « Ah, on les a réchauffés pour la journée, hein, pas vrai ?» Et comment tu l'as dit, souriant à son tour. « Allez, maintenant, regagnez cette cheminée en saillie. Laisse-moi faire, Cuthbert. » plaide à Cuthbert. Je t'en prie, j'ai toujours eu une âme d'incendiaire. Il y a un petit échange trop mignon, tu sais, des petits gars qui sont en train de gagner en disant « Ah, on les a bien niqués, hein. » Roland récupère les allumettes et laisse partir devant ses amis. C'est à lui qu'incombe la tâche d'allumer ce feu de joie. Ses amis sont à peine partis que les hommes de Latigo s'approchent plus vite que prévu et Roland est presque à portée de tir. Attendant Latigo et ses hommes à couvert, il bénit silencieusement Chimie d'avoir mis Suzanne à l'abri. Il ne sait décidément pas tout. Une fois Latigo et ses hommes à 300 mètres du canyon, Roland craque ses allumettes et embrase les 2 traînées de poudre. Et là, encore une fois, quand il allume l'allumette, elle s'alluma, expédiant une étincelle d'amertume sur le tapis humide de sa langue. Ça, pour moi, tout ça, c'est de la préparation de ce qui va se passer. Le détail, genre une étincelle d'amertume, faut pas faire une lecture rapide, tu loupes ça. C'est pas, tu loupes les 1000 sens qu'il y a juste dans une étincelle d'amertume. C'est ouf. Alors qu'il est terrorisé, Roland a un vieux souvenir de ses parents amoureux qui lui remonte. Un souvenir de vacances au lac Saroni qui ressemble tellement à n'importe quel souvenir de gamin. Notons qu'il parle d'une tour claire, érigée dans l'âme de chaque être humain, qui est censé représenter l'amour. Donc ça ouvre quand même pas mal d'hypothèses sur ce qu'est la tour sombre. Ouais. Ou alors c'est peut-être juste une métaphore, ou ça fait encore partie de la fable. C'est étonnant cette histoire de tour claire quand même. C'est quoi la phrase ? Je sais plus, j'ai juste noté, j'ai cité érigé dans l'âme de chaque être humain. Et vu que c'est vraiment tout un truc de oh là là, l'amour en vacances, je regarde mes parents main dans la main qui regardent la mer, ils sont beaux, ils s'aiment, tout ça. Ouais. Comme son cœur s'était gonflé alors voilà, là, le voyage était levé quelque chose, peut-être seulement des cris poussés par les autres décrivant des cercles au-dessus du lac. Il leur avait fait lever la tête et il avait vu son père et sa mère, Steven et Gabriel Deschamps, sur le rivage, qui lui tournaient le dos, chacun enlaçant la taille de l'autre et contemplaient l'eau turquoise sous le bleu d'un ciel d'été. Comme son cœur s'était gonflé d'amour pour eux deux. Ah, l'infini de l'amour qui, s'entrelaçant à l'espoir et à la mémoire en une tresse à 3 brins des plus solides, semble la tour claire érigée dans le cœur et dans l'âme de chaque être humain. En fait, je pense qu'il compare... parce qu'il faisait un rappel à la tour sombre et ce qui faisait sa puissance, c'est la gravité, le fait qu'elle traverse les mondes et qu'elle soutienne tout. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a un côté très... à l'opposé, s'il y a une tour claire, elle représente effectivement les sentiments et le côté attachement des humains par l'amour, en fait. Il y a un côté très terre-à-terre d'un côté et très sentimental de l'autre, en fait. Âme et corps, en fait. Un peu. Je pense. Et en plus, c'est la tramée qui lui montre ça. Ouais. C'est la tramée qui lui montre ? Oui, parce qu'en fait, il continue. Cependant, c'était pas l'amour qu'il ressentait à présent, mais la terreur. Les silhouettes vers lesquelles il courait au fond du canyon. Le fond rationnel du canyon n'était ni Steven, ni Gilead, ni Gabriel Darten, mais Cuthbert et Alain, ses 2 compères. Ils ne se tenaient pas non plus entrelacés par la taille, mais par la main, comme des enfants d'un conte de fées égarés dans une forêt de légendes des plus menaçantes. Les oiseaux décrivaient des cerfs dans le ciel, étaient des vautours et non plus des mouettes,
Et ce qui miroitait, couronné de brume devant les deux garçons, n'était pas de l'eau, mais la tramée. Sous les yeux de Roland, Cuthbert et Alain se mirent à avancer vers elle. Et en fait, c'est la tramée qui lui fait croire que où il est, c'est devant ce lac et qu'il avance vers lui, en fait. Ouais. En fait, la tramée l'appelle pour essayer de le bouffer. Ouais. Et du coup, c'est ça, en fait, qui lui envoie cette truc-là. Donc, en fait, c'est peut-être même une forme de corruption de l'esprit de la part de la tramée. Et donc, du coup, ce côté tour d'argent, tour clair, c'est juste pour le corrompre un peu et pour l'appeler, en fait, à lui, enfin, à elle, en fait. Peut-être qu'elle joue avec ses sentiments, avec ce qui est fort en lui, ce qui est important pour pouvoir le lurer dans le fait de venir dans la tramée. Oui, clairement, c'est ce que fait la tramée. On le sait, dès le départ, ils entendent des chuchotements qui les attirent avec des trucs qui sont très profonds et très dans leurs souvenirs et dans leurs désirs, dans leurs fantasmes, clairement. Ouais. Ok. Donc c'est, en fait, je pense que c'est plutôt ça, le côté, la tour claire érigée, c'est ça, en fait, pour moi. C'est une perversion. Ouais. Il y a un petit détail étonnant, c'est quand Cuthbert, il a commencé à rentrer dans la tramée, il le retire, et en fait, il y a juste le bout de sa botte qui a été bouffé, qui a été coupé net par la tramée, mais pas ses doigts de pied, tu vois, il reste... en gros, la tramée, elle veut la chair, elle veut l'humain. Je crois, moi je l'ai pas vu comme ça, c'est juste les bottes de... C'est pointu. Ouais, c'est pointu en fait. Ouais. Et t'as pas les ongles, enfin les doigts de pied jusqu'au bout. Donc t'as bien 1 centimètre ou 2 qui est vide. Oui, de toute façon, je l'ai noté plus tard. Je suis pas rentrée dans ce détail-là, mais je pense que c'est juste parce que c'est les bottes. Tu sais, c'est comme à une époque, c'était la mode des chaussures pour les filles avec des talons hyper pointus. On appelait ça un peu des encules-mouches. Et je pense qu'il y avait bien 4 ou 5 centimètres devant le pied, parce que tellement c'était pointu. Et donc, ça a 4 ou 5 centimètres de rab, quoi. Et donc, alors qu'il court vers Alain et Cuthbert, il leur hurle de s'arrêter. Ses amis s'approchent main dans la main, dangereusement de la tramée qui roncoule. Il réussit à les stopper net juste avant la tramée en tirant pile au-dessus de leur tête. Il est trop loin pour les rejoindre à temps. Et c'est là, en effet, que Cuthbert a quand même eu le temps de commencer à entrer dedans et le bout de ses bottes est tout simplement sectionné. Ça en dit long sur les effets qu'elle a. Les 3 garçons se dépêchent de grimper la paroi avant que Latigo ne débarque et les crible de balles. Latigo et ses hommes s'engouffrent sans remarquer ni sentir que les broussailles commencent à prendre feu, obsédés qu'ils sont par leur trac et le nez anesthésié par l'odeur des citernes de pétrole en feu. Moi, j'aurais bien voulu voir où mène la tramée pour le coup, mais c'était pour l'idée, quoi. Ouais. Voilà. Latigo se sent mal, on comprend qu'il sent la tramée, mais il ne sait pas ce que c'est, donc il ne relève pas. Il est fixé sur son plan, refusant même de penser au sort que le réserveront Walter et ou Thorson. Mais son cheval se cabre, ils chutent tous deux et il réalise que, perdu dans ses pensées, il ne s'est pas rendu compte que le bourdonnement est beaucoup plus fort. Au sol, Latigo manque de se faire piétiner plusieurs fois. Il est témoin de la scène sans rien pouvoir faire. Les chevaux s'engouffrent dans le canyon toujours plus nombreux. Puis, panique, tout le monde crie, certains s'embourbent dans la tramée et meurent, Latigo pensant d'abord à des sables mouvants et comprenant vite que non. D'ailleurs, il meurt, on sait pas s'il meurt, hein, il passe dans un autre monde. Hein. Ouais. Le sous-entendu, c'est ça. Hein. Oui. Il essaye de crier pour leur dire de faire demi-tour, il y a quelque chose d'anormal, mais il s'étouffe, il respire non pas de la poussière, mais de la fumée. Hendrix meurt dans la tramée, presque façon Roger Rabbit, parce qu'il a l'air de fondre, et dans la panique, encore plus de cavaliers se retrouvent dans la tramée. Alors qu'il résiste... La trompette. C'est ça. Je fonds, et quel monde. Alors qu'il résiste à son appel, il se rend compte du feu qui commence à brûler derrière lui. Latigo vole le cheval d'un gamin qui meurt au passage. Il est en panique totale, quoi. Tente de trouver une sortie, mais en vain, la fumée cache la seule échappatoire par laquelle les chevaux continuent d'arriver. Suffocant à cause de la fumée, Latigo cède à l'appel de la tramée et y pénètre. Ouais, je pensais que sur la fin, il récupère une arme pour essayer de tirer dessus. Ouais. Je pensais qu'il allait essayer de tirer, prendre une arme pour pouvoir se flinguer avant de rentrer dedans, quoi. Il y avait un truc. Pour moi, c'était tellement logique. Ah ouais, non, juste vraiment, il abandonne, quoi. Il cède. Ouais, il cède sait tout, pas. Comme il sait pas ce que c'est, je pense qu'il essaie même pas. Roland et son cathète voient tout ça d'en haut et sont incapables d'en détacher les yeux, constatant que la tramée a pris de l'ampleur. Vorace, elle a rampé jusqu'à ses proies. Ouais. Oui, en fait, je la vois grossir au fur et à mesure où elle bouffe des gens, tu sais. Ouais. Elle avance, en fait. Ouais. Puis rapidement, les cris cessent. Tout le monde est mort. Le ciel se teinte de violet alors que le soleil se couche et la lune monte. Elle est orange comme un feu de joie. Et c'est marrant parce que à ce moment... Étonnamment. Elle est en train de cramer à ce moment. Ouais. Voilà. Roland est étonné que le crépuscule soit déjà là et dit que le temps s'est ressoudé. Et
Pour moi, en fait, c'est le cas qui fait juste en sorte qu'ils se perdent dans la contemplation de ce qui se passe pour laisser le temps à Suzanne d'être tuée. Parce que s'ils avaient juste jeté un coup d'œil, ok, ça se passe bien, tout le monde meurt, on remonte, arrivé en haut, ils regardaient dans la boule, il avait peut-être encore le temps de sauver Suzanne. Et là, en fait, c'est vraiment le truc de on te fait perdre dans la contemplation et quoi qu'il arrive, il sera trop tard quand tu capteras qu'il se passe un truc. Ok, ouais, pour moi, j'avais ce côté de... On décrit beaucoup de choses en peu de temps, et du coup, c'était un côté de... on n'a pas vu le temps passer parce qu'on a tourné 4 pages et il s'est déjà passé 4 heures, tu vois. C'est ça, le temps qui s'est ressoudé. Mais je reste toujours sur ma théorie du livre, qui fait passer le temps rapidement si on a envie de le faire. Ok, ouais. Mais ça me va aussi, en vrai. Ouais, les deux marchent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de descriptions, donc je me dis... En vrai... Oui, en fait, c'est... J'arrive pas à voir si c'est long ou si c'est rapide. Je pense que tout se passe très vite, mais que c'est ressenti très long. Je pense que c'est très vite, mais je pense qu'en fait le temps est long entre le moment où ils arrivent sur place, qu'ils commencent à tirer et qu'ils sont en haut. Ouais. Ouais, puis ils viennent quand même là, ils commettent un massacre de manière volontaire. Hein. C'est aussi pour eux cette sensation, ça dure, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir et qui les a choqués quand même un minimum. Je pense qu'un mouvement de foule avec tout ça et tout, ça prend du temps, tu vois. Et monter tout ce qui monte, c'est long aussi. Enfin, il y a un côté, je pense que ça prend des heures, mais le tout a pris des heures, mais on s'en rend pas compte. Alors Roland comprend par un enchaînement d'idées et de visions recollant ce qu'il a vu et entendu dans la boule et de la part de la sorcière. Il comprend chariotterie. Ce soir, les coutumes changent et Suzanne est en danger. Ouais. Il sent qu'il est trop tard, mais malgré tout, presse Alain. Il doit vite terminer de grimper la falaise. Comme je disais, en fait, c'est Grissel a montré ce qu'il avait besoin de voir, en fait, pour que ça arrive. Ouais. Suzanne ne comprend le sort qui lui est réservé que quand on lui dit chariotterie, alors qu'elle est emmenée ligotée, tenue debout, par une corde au cou, à l'arrière de la charrette de la vieille sorcière. Cette image, elle est dingue. C'est vraiment le sacrifice de la pucelle, quoi. Quand bien même elle l'est plus, c'est on l'a dit plusieurs fois, c'est une construction de conte de fées avec vraiment les grands traits de tous les contes, avec la sorcière, la jeune, on lui coupe les cheveux, donc du coup c'est un parjure, tout ça. Là, la façon dont elle meurt et même juste le cortège, ça aussi c'est un conte, quoi. En fait, ils ont presque inversé le côté on emmène la sorcière au bûcher, c'est la sorcière qui emmène l'innocence au bûcher, quoi. Mais oui, mais c'est d'autant plus juste que les sorcières qu'on a brûlées au moment de la chasse aux sorcières, c'était pas des sorcières, c'était des filles. Bah non. Pas Suzanne, elle a pas les visions ou elle a pas les maladies qu'avaient les femmes qu'on a traitées de sorcières, mais c'est parce qu'elle colle pas à ce qu'on a dit qui devait être la norme et donc du coup on la brûle, quoi. C'est vraiment, et on cherche pas à savoir plus loin, donc il y a un peu de ça aussi. On la brûle juste parce que elle a trahi sa parole et elle veut s'en venger, en fait. Oui, et parce qu'il faut une coupable. On lui fait même pas de procès, tu vois. Donc il faut. C'est Réa qui contrôle maintenant. Il contrôle tout le monde. Bien sûr. Mais Réa, en fait, elle a un charisme qui est naturel et pas naturel. Je pense que quoi qu'il arrive, elle est charismatique. Et en plus, elle a forcément une espèce de... En fait, on sait que Roland, il a une autorité de pistolero et qu'il y a un truc qui fait dans le fait qu'il est pistolero, que quand il dit quelque chose, on le fait. On l'a vu plusieurs fois à Lude, on nous l'a dit, à Tulle, on nous l'a dit. Et je pense que Réa a la même chose, du même ordre magique, mais d'une autre branche de la magie qui fait que... elle a une autorité naturelle et on la suit. Et c'est marrant parce qu'on le verra, il y a l'autorité naturelle qu'elle a, elle commence un peu à se dissiper au moment où Suzanne brûle, où tout le monde commence à avoir des doutes en se disant « Mais attends, mais c'était pas la gentille petite fille qui venait m'acheter du pain, tout ça ?» Tu vois, bah si, pour moi, trop tard. On le verra, mais pour moi, les gens, ils voient pas Suzanne, ils voient une marionnette. Hein. Ils voient un pantin, en fait. Pour moi, ils voient un objet. Oui, là, il voit un pantin. Là, ouais, clairement, il y a une espèce de charme. Au moment où elle brûle, il se rend compte que c'est pas un pantin et que c'est vraiment une humaine qui s'en est cramée. Ouais, mais c'est un peu l'effet de foule qui fait qu'ils s'engrainent les uns les autres et ils vont... je pense qu'il y a le voile de Réa qui tombe à ce moment-là, en fait. Elle leur fait volontairement montrer qu'ils sont coupables. Ouais. Mais la fin de ce passage sur... papa, si tu m'entends, aide-moi le plus fort possible à être digne de son souvenir. Aide-moi à rester digne à mes propres yeux, ni pour ma sauvegarde, ni pour mon salut, mais pour ne point lui donner la satisfaction de voir ma souffrance et ma peur. Quant à lui, aide-le aussi jusqu'au bout, aller avec Roland. Quoi. Ouais. Ah, l'horreur. Et là, qui lui dit, tu fais ta prière, c'est bien, parle encore quand tu peux, que t'auras pas la bouche à sécher. Et on le sait, nous, chariotterie, c'est vienne la moisson. Mais ça a aussi une signification plus profonde, cachée, en lien avec la racine du mot char, qui veut dire mort. Au cours de leur procession, de plus en plus d'hommes se joignent au cortège. Ils avancent lentement, Réa attend le lever de lune.
Et Suzanne, qui ne croit en aucun dieu, implore silencieusement son père pour lui demander d'être forte. Elle demande pas à être sauvée, elle le sait. Et pour lui demander de protéger Roland. C'est trop triste. Le pire, c'est le passage 25, il m'a fait mal au cœur. Ouais, j'arrive au 24 là. Ouais, je sais. Les chevaux ont entendu le cri de désespoir de Roland et les ont rejoints en haut de la falaise. Le cristal a repris vie et lui de sa couleur rose dans la nuit qui tombe. Roland s'en empare et s'y plonge. Roland voit tout. Suzanne dans la carriole de Réa, Reynolds qui tient la corde à son cou, la foule sur le passage qui lui lance des projectiles en annonçant chariotterie, des personnes que Roland a connues et appréciées ces derniers mois. Roland voit le bois entassé en pyramide vers lequel se dirige la carriole, et il voit la place vacante laissée parmi les pantins qui vont brûler. S'approche de Suzanne une femme que nous on devine être sa tante, vêtue de noir, les joues recouvertes de cendres, un seau à la main. Roland hurle alors qu'Alain et Cuthbert essayent de le détacher du cristal, qui pulse de plus en plus vite, je cite, aspirant son chagrin comme du sang neuf. Tout le monde se nourrit de sang. Hein. C'est marrant, il y a beaucoup. Je sais pas si dans toutes les littératures de l'imaginaire, tout ce qui est figure du mal se nourrit, mais enfin chez King, il y a beaucoup ça. Enfin, on dit toujours Gripsou le grand méchant, et moi je dirais toujours Gripsou le prédateur. Il a juste faim et il vient se nourrir tous les 27 ans en fait. Et il y a vraiment ce truc de se nourrir de quelque chose. Il se nourrit de la peur, certes, mais il vient se nourrir quand même. Ouais. C'est intéressant, je trouve. C'est en effet Cordelia Delgado qui crie chariotterie en jetant un seau de peinture écarlate à Suzanne, dont les mains sont désormais peintes de rouge, tels les pantins qu'on brûle à la fête de la moisson. Arrivée au bûcher, ses mains s'emparent de Suzanne et la portent jusqu'au bois, telle une chanteuse de métal qui slame. Propulsée sur le tas de bois sec, Suzanne se répète « oiseaux et ours, lièvres et poissons », alors que la foule scande chariotterie. Des femmes mettent à ses pieds des spattes de maïs. Certaines qu'elle connaît très bien, lui crachant dessus au passage. Cordelia et Réa s'approchent, chacune une torche à la main, s'écrient chariotterie à leur tour, puis viennent la moisson et lancent leur torche dans les spattes au pied de Suzanne. Notons quand même que c'est Cordelia qui est la première à lancer. Qui est sous le joug de la sorcière déjà. Ouais. Alors qu'elle peut encore respirer, Suzanne crie 2 fois ces derniers mots. « Je t'aime, Roland », provoquant le malaise de la foule qui se rend compte de ce qu'elle vient de faire. Et en fait, et c'est là j'ai noté où c'est le moment aussi où elle libère la foule de l'emprise du sort ou du charme et qu'elle brise le truc qui fait le voile qu'ils ont devant les yeux et qui leur fait se dire ah merde, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je pense qu'elle a besoin de ce moment où justement les gens vont tous être dégoûtés. Ça quelque part, ça lui donne son pouvoir aussi. Ce malaise, cette force négative que tous ils vont ressentir, ça la fait vivre Réa. En tout cas, que ce soit métaphoriquement ou magiquement, ça va lui donner des ailes, quoi. Oui, elle se nourrit de tout ce qui est négatif dans la ville. En fait, elle se venge aussi d'eux au final de comment ils l'ont traité, et ainsi de suite. Enfin, la fin, elle est horrible, quoi. Au terme de sa vie, elle avait conscience de la chaleur, mais d'aucune souffrance. Elle eut le temps de se remémorer les yeux de Roland, des yeux d'un bleu de couleur du ciel aux premières lueurs de l'aube. Elle eut le temps de repenser à lui sur l'aplomb, galopant un bride abattu sur Flash, ses cheveux bruns voltant sur ses tempes, et bandana au vent. De le voir rire avec une liberté et une aisance qu'il ne retrouverait jamais plus au cours de la longue existence qui s'étirait devant lui, bien au-delà de la sienne à elle. Et ce fut son rire qu'elle emporta avec elle, en s'éteignant, fuyant la lumière et la chaleur et le noir soyeux, consolant. Sans cesser de l'appeler par son nom, d'en appeler l'oiseau et à l'ours, au lièvre et au poisson. C'est marrant ce choix de mots de dire qu'elle s'éteint alors qu'elle est littéralement en train de prendre feu. Ouais, je l'avais noté. C'est marrant. Roland voit tout, hurle tellement qu'on ne comprend plus aucun mot, alors que Cuthbert s'apprête à tirer sur le cristal. Très dangereux, mais dernier recours pour sortir Roland de sa contemplation. Celui-ci s'obscurcit brusquement. Bien sûr, il lutte pour sa vie. Roland s'effondre. Alain veut briser le cristal, mais se fait stopper par Cuthbert. Et là, je me demande, en fait, il se fait stopper tellement nettement et tellement violemment. Est-ce que Cuthbert pense que Alain veut les regarder dans le cristal? Je sais pas trop. Ou est-ce qu'il y a une espèce de truc comme autour de l'anneau de tu t'en approches pas, je m'en approche pas non plus, personne ne s'en approche, c'est pas le tien, c'est pas le mien, je sais pas trop. Je sais pas. Moi, je trouve que le débat était intéressant sur... Il a fait tellement de mal de est-ce que tu dois le détruire ou pas, en fait, tu vois. Après tout ce que les gens ont souffert. On sait que Alain, il va regretter plus tard de pas l'avoir détruit. En tout cas, là, il décide de pas le détruire. Mais donc... ouais, je trouve, enfin, c'est même pas une discussion, mais le passage, il est fort. Ouais. Sur comment au-dessus, après tous ces malheurs et toutes les morts qu'il nous a fallu traverser pour l'avoir, tu vois, genre, t'as un truc de... ouais.
C'est marrant. Alain et Cuthbert mettent beaucoup de temps à faire revenir à lui Roland sans y parvenir. Ils décident de partir à l'ouest, fuir Verrou Canyon, Roland vidé de ses forces, couché en travers de sa selle, tel un cadavre. Les jours suivants, alors qu'ils passent Mégis et continuent à l'ouest avec un étrange mal du pays, les garçons ne parviennent toujours pas à réveiller Roland, même pas avec le Shining d'Alain. Et c'est drôle parce que même naïvement, à ce moment-là, ils se disent mais il peut pas mourir de faim ou de soif quand il est dans le coma, on est d'accord. Quand ce truc genre il est mis en mode pause, il a pas ça continue pas. C'est magique aussi. C'est ça. Dans la nuit du 2e jour, Roland s'est réveillé. Il tient dans ses bras le cristal qu'il a sorti du sac. Un cristal noir. Son petit doudou. Aussi mort que ses yeux indifférents. Ouais. Roland ne parle pas, mange un peu, boit, mais refuse de dormir. Surtout, il refuse de se séparer du cristal. Alain, via son Shining, ne parvient pas à l'atteindre parce qu'il n'a plus rien, plus personne à atteindre. Roland s'en est allé. C'est la fin de cette partie-là. Ouais. Et c'est marrant parce que je sais pas si on verra dans la suite si Roland il fait un indice de on a entendu que Chimie avait réussi à s'en sortir, aller à tel endroit et tout, parce qu'on s'est quand même beaucoup attaché à Chimie à ce moment-là et en fait on l'abandonne sans savoir qu'on c'est fini, tu vois, et sans savoir qu'on le retrouvera plus tard, mais on se dit peut-être qu'en fait il meurt ou il retourne au village. Après on se doute que personne n'a capté. Pas une seule fois, on sait qu'il était avec eux. Genre, quand Suzanne se fait choper, lui, il était dans l'herbe. Quand Suzanne se refait choper, en fait, il était parti voir à front de mer s'il y avait pas quelqu'un sur le passage et tout. Personne ne sait qui s'est mêlé à ça. Donc, on peut espérer, quand on sait pas la suite, qu'il s'en sort, qu'il rentre comme si de rien n'était et qu'il fait sa vie comme un malheureux, mais qui fait au moins sa vie, quoi. Mais en fait, je pense qu'on l'oublie, qu'on pose même pas la question d'où il peut être, en fait. Ouais. Et il le dit après où il est, comment est-ce qui s'est passé, il le raconte dans le tome 7. Oui, il le raconte quand on le voit, on sait ce qui se passe. Mais ouais. Ça, je pensais pas, si je savais un peu que ça allait faire. Mais la mort de Suzanne, elle est pas simple, hein, je trouve. C'est crado, quoi. En fait, on a passé tellement de temps avec elle. C'est fou parce que tu te dis, je trouve ça assez fort quand même, et c'est là où ça change pas mon rapport au spoil, mais on sait qu'elle va mourir. On attend juste de savoir comment elle va mourir. Et en fait, c'est presque plus dur de savoir qu'elle va mourir et d'attendre. Et alors, du coup, on va reparler de la vie de Chuck parce que vu que j'ai vu le film hier, je l'ai forcément bien en tête. Le sujet de la vie de Chuck, c'est aussi ça. En fait, les personnages, notamment le grand-père de Chuck, il le dit plusieurs fois, le plus dur, c'est l'attente. Parce que cette histoire de grenier où tu vois comment toi, tu vas mourir, en fait, le plus dur, c'est de savoir ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer, et d'attendre. Et en fait, on a vécu ce truc-là, de se dire, mais en fait, à quel moment elle meurt, comment elle meurt, qu'est-ce qui se passe, qui souffre, comment, tout ça, qu'est-ce qu'il voit, est-ce qu'il est là ou pas, et le plus dur c'est ça en fait. Voilà pour cette 3e partie. Ah bah c'était lourd, hein. Putain, et je trouve que c'est passé vite, c'est marrant, hein. Pourtant c'est un sacré tome. On n'a pas fini le tome, hein, ne nous emballons pas, mais c'est un sacré pavé, hein. C'est un sacré pavé, plus de 700 pages, hein. 800 pages quasi, hein. 850, ouais. Oui, par an, 850 pages. Ouais, largement plus de 700 pages, ouais. Non, mais en fait, je me faisais référence à Mégis plus qu'autre chose, quoi. Oui, cette partie-là, elle doit faire Mégis, 700 ça pages. commence page... De faire 650, 700... Je crois qu'on l'avait dit à la fin. Moi, j'ai 900 sur le... 169, 700 pages. 169 pages. Page 169, c'est le... Ouais. Ah non, pardon, c'est chapitre 2, preuve d'honnêteté. Non, c'est avant, peut-être encore. Sous la lune des baisers. Suzanne, ça commence page 159, donc 850 pages, c'est 700 pages. Ouais. De la vie de Roland, quoi. Ouais, et en même temps, c'est littéralement le point de départ de sa quête. Ouais. Ah là, c'est fou. Et du coup, il nous reste un seul épisode pour clore ce chapitre. Un épisode qu'on fera... alors j'annonce la date parce que on le fera en live sur Twitch, sur la même chaîne Twitch que les épisodes. À chaque fois qu'on a fait des lives, c'est... je mettrai en description de l'épisode, c'est Emily_SKF. Donc le 10 juillet, j'annonce, l'épisode 31 se fera en live sur Twitch où on résumera ensemble on fera ce qu'on fait là, mais du coup avec des gens dans le chat, toute la fin du tome, et on se dira merci, bonnes vacances, on reviendra en septembre pour le début du tome 5. Pas d'épisode en août. Yes.
Ça, La pause estivale. un repos bien mérité après un tome. Les agendas aussi chargés. éprouvant. Oui, juste en fait, on part pas en vacances à la même période et moi je fais pas un épisode si on n'est pas là tous les trois. Donc donc c'est surtout ça et ça me va très bien de faire une pause en août. C'est ok, il y a pas de sujet là-dessus. Très bien. En tout cas, fidèles auditeurs, auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux. Venez nous parler sur Discord. Rendez-vous le 10 juillet sur Twitch pour en discuter en direct. Ça sera encore mieux. Et merci, messieurs, pour ce 30e déjà épisode avec vous. Fou. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Un, 2, 3. Clap. Je suis tellement fort. Pour moi, un monde de survivaliste, quoi. Est-ce que tu peux juste vérifier sur ta piste que ce que tu viens de dire n'a pas été coupé si tu regardes ta piste? Vous l'avez coupé? Ouais. En fait, ouais, on a des moments où ça un coupe. petit bout de phrase. Ouais. Ah, j'ai tout, là. Y a pas Ok. de- ça a C'est l'air, plus en ou moins long et en fait, on arrive des fois à raccrocher des bouts. Là, c'était un peu plus long. On s'est regardé avec grand poil, genre, toi aussi ça a coupé? Ouais, toi aussi ça a coupé. Ah, ok, d'accord. Je pense que c'est Discord. Au cas où, je peux répéter. Oui, je touche ces pecnos pour garder l'amour de ma vie. Sur Life is Strange. Au cas où.